Alors, aujourd'hui, nous allons parler des énergies renouvelables. Alors, comme en France, on aime beaucoup les définitions, et commencer par les concepts, c'est exactement ce qu'on va faire cette fois-ci. Donc, une énergie renouvelable est tout simplement une énergie dont le stock se renouvelle au moins aussi vite que la vitesse à laquelle on tape dedans. C'est ça la définition d'une énergie renouvelable. Vous remarquerez que c'est une définition anthropocentrée. Donc, c'est renouvelable du point de vue des échelles de temps qui sont pertinentes en ce qui concerne l'espèce humaine. Sinon, la formation des étoiles dans l'univers est renouvelable, enfin voilà. Alors, si on regarde en pratique ce que ça recouvre, cette affaire-là, ça recouvre tout ce qui dérive de la photosynthèse, donc la biomasse et ses dérivés. Alors, ce qui en dérive en direct, évidemment, le pétrole ne rentre pas dedans. Et tout ce qui dérive, on va dire, de l'action du Soleil directe ou indirecte sur les éléments. Donc, dans l'action du Soleil directe ou indirecte sur les éléments, vous avez la mise en mouvement de l'atmosphère, donc le vent, la mise en mouvement de l'eau par le cycle de l'eau, évaporation, condensation, l'action directe, enfin le fait que du rayonnement électromagnétique nous arrive en direct, etc. Évidemment, vous ne trouvez pas dedans ce qui ne correspond pas à cette définition, donc les énergies fossiles, puisque le temps caractéristique de reconstitution est hors de proportion avec les échelles de temps qui intéressent les hommes. Et vous ne trouvez pas non plus le nucléaire, qui n'est pas une énergie fossile, mais qui est quand même une énergie qui dépend de l'existence d'un métal qui ne se renouvelle pas sur Terre. Il arrive parfois qu'on trouve dans la presse que le nucléaire est une énergie fossile. Non, ce n'est pas une énergie renouvelable, mais ce n'est évidemment pas une énergie fossile. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que les énergies renouvelables, en fait, cet article défini est de trop. Parce que les énergies renouvelables ne sont absolument pas équivalentes les unes avec les autres, ni en termes de potentiel, ni en termes de facilité d'utilisation. En fait, on a affaire à des choses qui sont extrêmement variées et pas du tout homogènes. Et par ailleurs, on peut avoir quelque chose sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises, qui est que l'énergie peut très bien être renouvelable et son dispositif de capture, non. Et donc, quand vous avez une énergie renouvelable avec un dispositif de capture qui est férocement non renouvelable, on va voir qu'on s'en rapproche pour certaines d'entre elles, à ce moment, ça se discute de savoir quel est le terme dominant, quel est le gène dominant dans cette histoire. Est-ce que le gène dominant, c'est que c'est renouvelable, ou est-ce que le gène dominant, c'est que c'est pas renouvelable parce qu'on utilise un dispositif de capture qui ne l'est pas. Il arrive aussi qu'on mette dans les renouvelables des choses qui sont non nécessairement totalement renouvelables. Voilà, il faut juste me promettre qu'en cette fin juin, vous vous endormirez pas tout de suite. Donc, il arrive qu'on mette dedans l'exploitation thermique des déchets et en fait la fraction des déchets qui est issue de la biomasse, donc à la fois les déchets organiques divers et le papier, sont considérés comme renouvelables quand on les brûle en France dans un incinérateur et qu'on comptabilise cette partie à la contribution de la chaleur de l'incinérateur, qui est valorisée ensuite. Ça rentre parfois dans l'énergie. Normalement, la chaleur de combustion des plastiques, non. Et enfin, il y a une deuxième énergie qu'on met parfois dedans à tort, qui est l'énergie géothermique profonde. On verra qu'il y a deux types d'énergie géothermique en fait quand on abordera ce sujet, une de surface et une profonde. La géothermie profonde consiste quand même essentiellement à refroidir la Terre, mais enfin les ordres de grandeur sont tels que vous serez tous morts et moi aussi, avant, même si on avait de la géothermie profonde partout, avant qu'on ait significativement refroidi la Terre en utilisant la géothermie profonde pour nos besoins. Donc le stock initial est extrêmement important. Il n'empêche que ce n'est pas tout à fait une énergie renouvelable. La fraction qui est purement renouvelable dans la géothermie, c'est l'incrément de chaleur qui arrive tous les ans par la désintégration radioactive des quelques éléments radioactifs que vous trouvez à l'intérieur de la Terre. Ça, c'est renouvelable. Enfin, c'est renouvelable tant qu'il y a de la décroissance radioactive. Alors, les énergies renouvelables, depuis qu'on sait qu'on a un problème avec les énergies fossiles, sont des énergies qui font beaucoup rêver. Et elles font beaucoup rêver pour une raison assez simple, c'est que quand on regarde le potentiel d'énergie renouvelable, enfin la quantité d'énergie renouvelable disponible sur Terre, on a affaire à des ordres de grandeur qui sont extrêmement importants et considérablement supérieurs à la quantité d'énergie utilisée par les hommes. En particulier, un des ordres de grandeur qu'il est assez facile de calculer,
c'est que l'énergie solaire qui arrive au sommet de l'atmosphère tous les ans, donc avant réflexion par les nuages, les déserts, etc., c'est 10 000 fois la quantité d'énergie consommée par les hommes au titre avec le gaz, pétrole, charbon, etc. Donc ce facteur 10 000 fait rêver énormément de gens. Et ah, 10 000 fois, rendez-vous compte. Donc du coup, ça va être très facile de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Et en particulier par du soleil. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, c'est pas si simple que ça, parce que les énergies renouvelables abondantes sont aussi souvent des énergies renouvelables diffuses. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au cours du premier cours, exploiter de l'énergie pour les hommes, c'est l'extraire de l'environnement là où elle se trouve déjà et la mettre dans un convertisseur. Or, pour extraire de l'environnement une énergie qui est très diffuse et de basse qualité, entre guillemets, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a une énergie qui n'est pas renouvelable, mais qui est également disponible en quantité quasi illimitée. C'est le rayonnement à 3 Kelvin de l'univers. C'est la source d'énergie la plus considérable que vous puissiez regarder, et c'est celle dont on ne fera jamais rien. Donc, le fait que vous ayez une très grande quantité d'énergie disponible en théorie est quelque chose qui ne vous donne pas nécessairement la facilité qu'il va y avoir à s'en servir en grande quantité pour remplacer les énergies fossiles qui sont, elles, particulièrement denses et commodes d'emploi. Vous vous rappelez de ce graphique que je vous avais montré sur la quantité d'énergie utilisée par les hommes depuis 1 siècle et demi. Alors cette fois-ci, j'en ai extrait juste la partie renouvelable. Donc ça, c'est la partie énergie renouvelable dans le graphique que je vous ai montré au premier cours avec la quantité totale d'énergie utilisée par les hommes. Ce que vous voyez, c'est qu'en quantité totale, les hommes utilisent depuis longtemps de la biomasse, qui reste aujourd'hui encore la première énergie entre guillemets renouvelable, parce qu'on va voir que c'est une appellation qui se discute pour la biomasse. Et puis, se sont rajoutés 4 types d'énergie renouvelable qui sont essentiellement, qui sont purement électriques. L'hydroélectricité, qui constitue aujourd'hui le gros de l'énergie d'origine renouvelable non biomasse. Et puis, plus récemment, comme vous pouvez le constater ici, l'éolien, le solaire et biogaz et géothermie. Alors, biogaz et géothermie sont dans une même catégorie dans les statistiques. Tout à l'heure, je vous montrerai une tentative de discrimination des œufs en ordre de grandeur. Ce que vous voyez, c'est que ça, c'est très récent. Et même à l'échelle des énergies renouvelables, ce n'est pas encore très important. Donc quand vous voyez les énergies renouvelables, l'image d'Épinal qu'on devrait vous coller au-dessus, ce n'est pas du tout une éolienne ou un panneau solaire, ça serait normalement une forêt ou un barrage. Si on était cohérent entre la réalité d'aujourd'hui et qu'est-ce que je veux dire, et les illustrations qu'on en fait. Alors ça, c'est à l'échelle des hommes dans leur ensemble. Si je regarde à l'échelle d'un individu, donc pas de l'humanité, ce que vous voyez, c'est que la quantité d'énergie renouvelable utilisée par personne sur Terre, elle, a plutôt eu tendance à baisser un peu depuis 1 siècle et demi. Alors, la biomasse a beaucoup baissé. Par contre, les deux autres, évidemment, ont augmenté. Là, je n'ai pas discriminé les nouvelles énergies renouvelables que vous voyez ici. Alors, la biomasse, dans cette histoire, je vous disais, elle est comptée comme énergie renouvelable alors que ça se discute. Ça se discute parce qu'une partie de la biomasse correspond à ce type de processus. Vous avez ici, alors même si c'est un peu difficile à distinguer, le nord de l'Europe, donc là vous avez la péninsule danoise, là la Baltique, donc là le nord de l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et vous voyez dans cette partie nord de l'Europe à quoi ressemblait la couverture forestière en gros il y a 1000 ans et à quoi elle ressemble aujourd'hui. Vous constatez qu'il y a eu une déforestation extrêmement importante. En fait, il y a 1000 ans, 80% de l'Europe du Nord était recouverte de forêts. À l'époque d'Astérix, vous savez très bien que le petit village était entouré de forêts, que ça. Avec la croissance de la population, les hommes ont défriché une quantité croissante de forêts. Et le bois, en général, quand il est coupé, il est brûlé. Alors, il peut être soit brûlé et laissé sur place, c'est les fameux brûlis, soit il est emporté ailleurs pour servir de bois de feu au moment où il est coupé. Et s'il est emporté ailleurs pour servir de bois de feu, un certain nombre de gens ont envie de mettre ça dans la catégorie énergie renouvelable. Sauf que si c'est de l'énergie renouvelable qui correspond, enfin si c'est du bois qui correspond à de la déforestation, normalement, ça ne doit pas rentrer dans la catégorie énergie renouvelable, ça doit rentrer dans la catégorie déforestation, parce que la déforestation n'est pas tellement renouvelable. Et dans les courbes que je vous ai montrées juste avant, donc celle-là et celle-là, en fait, il n'est pas fait de distinction entre la biomasse renouvelable et la biomasse
pas renouvelable. Alors vous verrez un peu plus tard les statistiques pour la France. Aujourd'hui, la superficie forestière française est plutôt stable ou en légère croissance. Donc en France, le bois qu'on utilise peut être considéré comme renouvelable. Mais même là, vous verrez que c'est pas simple d'avoir des chiffres. Enfin non, vous verrez pas, je vais vous le dire tout de suite. C'est pas simple d'avoir des chiffres parce que le bois, dans toutes les énergies que nous utilisons, est la seule qui soit massivement non commerciale. Le pétrole est massivement une énergie commerciale, c'est-à-dire que des gens qui ont dans le fond de leur jardin un puits de pétrole où ils vont chercher leur pétrole, comme on va chercher de l'eau, qu'ensuite ils distillent dans leur propre alambic, dans leur cave pour alimenter leur voiture, il n'y en a quand même pas beaucoup. Des gens qui ont leur propre mine de charbon dans le fond de leur jardin pour alimenter ensuite leur poêle, il n'y en a pas beaucoup non plus, il y en a déjà un peu plus. Une bonne partie des mines de charbon, par exemple en Chine, sont des mines artisanales et en Chine, vous avez une partie significative du chauffage qui est faite dans des poêles à charbon. Globalement, les énergies fossiles et le nucléaire et l'électricité d'une façon générale sont des énergies commerciales. Et si ce sont des énergies commerciales, ça veut dire qu'il y a un vendeur, donc un sale capitaliste, parfois un sale communiste, qui a aucunement l'intention de vous servir gratuitement et donc qui met des compteurs partout pour vérifier que vous n'allez pas consommer plus que ce qu'il vous vend. Et du reste, il a très envie de savoir combien il vous vend. Donc vous avez des statistiques qui sont à peu près fiables. Donc dans toutes les énergies commerciales, on arrive à suivre les quantités utilisées parce qu'il y a quelqu'un à qui profite le crime, qui sont d'une part le vendeur et d'autre part l'État, parce que toutes les énergies commerciales font l'objet d'une fiscalité et à partir du moment où vous avez une fiscalité, vous regardez l'assiette de très près. Par exemple, en France, on sait très bien combien on consomme de carburant parce que vous avez une taxe sur les carburants et donc vous avez le corps des instruments de mesure qui vérifie que toutes les pompes à essence sont exactes, etc. Le bois est essentiellement une énergie d'autoconsommation. Alors à part quelques urbains qui installent des poêles à bois et qui achètent du bois à d'autres qui ne le déclarent pas toujours, soit dit en passant, le bois est globalement une énergie d'autoconsommation. Donc là pour le coup vous allez vraiment dans le fond de votre parcelle de bois ramasser quelques stères que vous allez utiliser ensuite pour vous chauffer. C'est une énergie de circuit court par excellence et au tropique c'est également une énergie qui est très importante pour le bois de feu, donc pour faire la cuisine avec une efficacité déplorable, c'est un des problèmes du reste. Et là, c'est pareil, vous avez ou bien de l'économie informelle, ou bien de l'autoconsommation, et dans les deux cas de figure, beaucoup de difficultés à avoir des statistiques fiables. Alors vous pourriez me dire, oui, mais on peut éventuellement mesurer la quantité de bois qu'on utilise d'une autre façon, par exemple avec des photos satellites, on regarde quelle est la surface couverte par les forêts. Alors même ça, c'est pas simple, parce que quand vous avez des arbres qui sont coupés sur dans la forêt, et que ça se passe sur une échelle qui est sous la résolution du pixel, vous ne voyez pas. Donc si vous coupez un arbre sur 100 dans une forêt ou un arbre sur 50, vous ne voyez pas ça sur les images satellites. Donc vous pouvez très bien avoir... donc la consommation de bois, j'insiste, est quelque chose qui est estimé. Donc ce que je vous montre là, à la fois sur cette courbe et sur celle-là, parce que c'est les mêmes avec la population qui intervient, ce sont des estimations. C'est beaucoup moins fiable, on a l'ordre de grandeur, mais c'est beaucoup moins fiable, c'est à quelques dizaines de pourcents près seulement. Voilà, donc une partie du bois qu'on utilise, j'insiste là-dessus, c'est de la déforestation et la limite à l'utilisation du bois, j'y reviendrai plus tard, c'est tout simplement la photosynthèse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en mode renouvelable, utiliser chaque année plus de bois que ce que la photosynthèse vous a fourni. Donc le seuil de renouvellement d'une forêt, c'est l'accroissement annuel, c'est ça qu'on appelle dans le jargon forestier l'accru annuel, c'est l'accroissement annuel de la biomasse résultant de la photosynthèse. Donc tant que vous utilisez ça ou moins, vous êtes en mode renouvelable. Si vous utilisez plus que ça, vous êtes en mode pas renouvelable. Et j'insiste, comme il y a beaucoup de circuits qui sont des circuits non commerciaux ou informels, c'est difficile de savoir exactement combien est-ce que les gens vont piocher dans une forêt dans laquelle ils vont piocher. Alors je rappelle également une autre chose avec une courbe que je vous avais déjà montrée, celle-là y ressemble. Vous avez ici les trois familles d'énergie que nous utilisons sur Terre aujourd'hui, donc les énergies renouvelables, les énergies fossiles et l'énergie nucléaire, ou les énergies nucléaires plus exactement. Et ce que vous voyez, c'est que l'énergie renouvelable qui représentait la quasi-totalité du fonctionnement de l'humanité il y a 2 siècles, et même la totalité il y a 3 siècles, eh bien, sa part n'a pas cessé de diminuer au cours de l'essor industriel,
pour tomber à des valeurs très basses qui sont raisonnablement stables depuis. Donc, une blague qui m'arrive souvent de faire est de dire un monde 100% renouvelable, je sais très bien à quoi ça correspond, j'ai au moins un point j'ai au moins un point d'échantillonnage où je vois très bien à quoi ça correspond, c'est le monde il y a 3 siècles. Hein. Et le monde il y a 3 siècles, c'est 700 millions d'habitants sur Terre, avec une espérance de vie à la naissance légèrement inférieure à 30 ans, et l'essentiel des gens agriculteurs. Donc 100% renouvelable, il y a au moins une situation dans laquelle je sais que ça marche. Maintenant la question évidemment c'est est-ce qu'on a le moindre espoir que ça marche aussi avec une humanité de 8 milliards d'individus qui ont envie d'avoir des baskets pour pas cher livrées par Amazon et de pouvoir aller au cinéma quand ça leur chante et de ne pas se casser le dos toute la journée. Voilà. Et ça, vous allez voir que la réponse, c'est une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, avec probablement un peut-être ben que non qui est un peu plus fort que l'autre. Il y avait une question, oui? Il y a quelqu'un qui a levé... Non? Oui, c'est pas parce que ça vous grattait sous le bras, non. Non. Ça, c'est parce que j'ai fait ce matin une copie d'écran et c'est la souris, je crois. Vous voyez, je crois. Hein. Ça... Ah non, pardon, je vous dis une connerie. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un artefact. De temps en temps, il y a des oscillations de la courbe. Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas significatif. Alors aujourd'hui, les énergies renouvelables, ça représente donc 16% de la quantité d'énergie primaire que nous utilisons, donc celle qu'on extrait de l'environnement. Les chiffres que vous avez là-dessous, je vous rappelle encore une fois qu'il y a primaire et finale pour l'énergie et que pour l'électricité qui est faite avec de la chaleur, il y a une énorme différence entre les deux. Alors pour l'électricité qui n'est pas faite avec de la chaleur, typiquement le vent ou l'hydroélectricité, il y a toujours un éternel débat de savoir si ça doit être compté en équivalent final ou en équivalent primaire. Alors là, c'est compté en équivalent primaire, c'est donc la version la plus favorable possible aux énergies renouvelables purement électriques. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que le bois, aux dernières nouvelles, parce que l'année dernière, je pensais que c'était 10, maintenant, cette année, j'ai d'autres chiffres qui me disent que c'est 7. Bon, c'est ce que je vous disais, à 30% près. Mettez en ordre de grandeur que c'est un petit 10% de la quantité d'énergie qu'on utilise dans le monde, mais la fraction renouvelable est sûrement pas de 10%. Hein, elle est plus bas. L'hydroélectricité est donc la première des énergies renouvelables hors biomasse que nous consommons. Et vous voyez qu'en équivalent primaire, ça fait à peu près pareil que le bois. En équivalent final, évidemment, ça serait 3 fois moins, enfin 2,58 fois moins. Ensuite arrive le vent. Alors le vent a significativement augmenté ces dernières années, mais vous voyez que ça ne représente encore, avec la convention la plus favorable, qu'un gros 1% de l'énergie primaire. Et par ailleurs, si vous vous rappelez bien de ce que je vous avais montré au premier cours, ça, pendant que le vent augmentait, le charbon a augmenté 5 fois plus vite. Hein. Donc là, je reste dans les énergies renouvelables, évidemment. Après, vous avez les agrocarburants ici, qui vous représentent une fraction de pourcent, et pourtant, les agrocarburants consomment déjà 40% du maïs cultivé aux États-Unis, 40%, pour faire de l'éthanol, sachant que les États-Unis sont le premier producteur de maïs au monde, avec à peu près un tiers de la production mondiale. Hein. Donc si vous faites un tiers de 40%, ça vous fait à peu près, ça vous fait 13, quelque chose, et je vous ai mis 14, parce qu'il y a un peu de maïs qui est utilisé pour faire des agrocarburants ailleurs, y compris en France. En France, vous avez également des agrocarburants qui sont faits avec du maïs, du blé et des betteraves. C'est ce qu'on a coutume d'appeler, j'y reviendrai après, les agrocarburants de première génération. Et enfin, ici, vous avez le solaire photovoltaïque qui représente aussi une fraction de pourcent. Alors même si ça augmente rapidement, ça part de très très bas et c'est une fraction de pourcent de l'énergie mondiale aujourd'hui. Et la question qu'on peut se poser évidemment, c'est est-ce que ça va continuer à augmenter aussi vite qu'aujourd'hui ou pas, ou est-ce qu'il y a des facteurs limitants qui font que c'est pas sûr que ça continue d'augmenter à cette vitesse? Oui. Les biocarburants, ils sont aujourd'hui, j'ai une partie qui en parle plus tard, vous verrez. Ça alimente des engins de transport, essentiellement. Donc en fait, c'est mélangé à l'essence ou au diesel. C'est incorporé à l'essence et au diesel et servi avec l'essence et le diesel. Par exemple, en France, vous avez une obligation d'incorporation de biocarburants à hauteur de quelques pourcents, je ne me rappelle plus du chiffre exact, 6-7, dans les carburants pétroliers. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un carburant pétrolier, en fait, il y a quelques pourcents de biocarburants dedans.
Alors, il y avait une autre question. C'est en térawattheure? Ça, c'est en MTEP. C'est pas marqué? Ah, je suis désolé. C'est des millions de tonnes équivalent pétrole. Oui. Le biogaz, c'est un gaz qui est fait avec de la fermentation de matières végétales ou de résidus animaux, typiquement des déjections, la graisse dont on ne veut pas après abattage des animaux, on fait des trucs comme ça. Voilà, et après qu'on traite, ça a plusieurs utilisations. La principale d'entre elles, aujourd'hui en France et encore plus en Allemagne, c'est de faire de l'électricité. Donc en fait, c'est une petite centrale à gaz, sauf que le gaz est d'origine végétale. Vous pouvez également vous en servir pour le liquéfier et faire avancer des engins de transport qui roulent au gaz naturel liquéfié, GNL. Et ce gaz naturel, vous pouvez le remplacer par du biogaz. Vous pouvez également l'injecter dans le réseau de gaz. Et à ce moment, vous l'utilisez comme du gaz pour du chauffage ou voilà. Oui. L'agriculture est responsable de l'agriculture. Ah, bonne question. On verra ça dans le bilan carbone des biocarburants tout à l'heure. Bien sûr, ça compte. Si vous avez un biocarburant qui est issu de surfaces qui ont été soit déforestés pour l'occasion, soit qui étaient anciennement consacrés à des cultures alimentaires, mais du coup avec une pression qui se reporte sur de la déforestation, c'est pire que si vous utilisez du pétrole, en gros. Oui. Non, pardon. Tidal, c'est l'énergie des vagues. C'est wave and tidal. C'est non, c'est pas. Non. Je pense que c'est l'énergie des marées. Mais l'énergie des marées, je crois que vous avez 3 centrales marémotrices au monde. On en a une dans la Rance, il y en a une au Canada, dans la baie d'Hudson, si ma mémoire est bonne. Et puis je me demande s'il n'y en a pas une 3e quelque part et ça doit s'arrêter là. Non, c'est vraiment marée. Les vagues, ça n'existe même pas dans ce tableau. Je vous ai dit une bêtise. C'est bon? Alors, si on regarde maintenant la France, on constate qu'en France, la hiérarchie de l'utilisation des énergies renouvelables est exactement la même que celle que nous avons dans le monde, en gros. C'est-à-dire que ce qui arrive en premier, c'est le bois, essentiellement pour le chauffage. Ce qui arrive en second, c'est l'hydroélectricité. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y en a un peu moins aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, la raison étant que le régime pluviométrique a tendance à diminuer légèrement. Et enfin, vous avez ici éolien et photovoltaïque qui sont secondaires au sein des énergies renouvelables. On a une grosse exception en Europe qui est l'Allemagne, j'y reviendrai plus tard parce que je traiterai son cas un peu plus en détail. Ce que vous voyez, c'est que vous avez des termes là qui ne sont pas complètement négligeables. Qui sont ici les agrocarburants, hein, bioessence, biodiesel, et puis ici les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, j'y reviendrai après aussi. Alors maintenant, on va rentrer dans l'inventaire, l'énumération, on va dire, de toutes ces énergies renouvelables. La première dont on va parler, c'est l'exploitation solaire. Oui. En France, est-ce que le potentiel hydroélectrique français est... J'y viens après. La réponse est qu'il est à peu près totalement exploité, mais j'y viendrai après. La première énergie qu'on va regarder, oui, c'est l'exploitation directe du flux solaire. Alors l'exploitation directe du flux solaire, c'est l'exploitation de la partie qui arrive à terre, évidemment, c'est pas la partie qui arrive au sommet de l'atmosphère parce que celle-là, elle est réfléchie par les nuages et donc elle est un peu loin en ce qui nous concerne. Et ce que vous voyez, c'est que la partie qui arrive là représente un peu plus de 200 watts par mètre carré en moyenne annuelle. Alors c'est une moyenne géographique et temporelle. Hein, géographique et temporelle. Si vous allez, donc ça inclut à la fois ce qui arrive près des pôles où il n'arrive pas beaucoup et ce qui arrive aux tropiques, et ce qui arrive en été et ce qui arrive en hiver quand vous êtes aux moyennes latitudes, sachant que bien évidemment il n'arrive pas la même chose, et ce qui arrive le jour et ce qui arrive la nuit, sachant que la nuit, par définition, il n'arrive rien. Donc c'est une moyenne, encore une fois, géographique et temporelle. Si on regarde le cas de la France, on voit que cette insolation au sol, elle, sans grande surprise, augmente quand on va de chez les Ch'tis vers chez les Marseillais.
et que par ailleurs, même à latitude donnée, elle n'est pas homogène. Alors est-ce que vous savez pourquoi elle est plus faible ici que là, à la même latitude? Exactement, à cause des nuages. D'où viennent les dépressions en France? De l'ouest. Qu'amènent les dépressions? Des nuages. Et donc la nébulosité est plus importante près de l'Atlantique que près de la Méditerranée, et donc l'insolation annuelle est plus importante près de la Méditerranée que près de l'Atlantique. Et vous voyez que le gradient n'est pas complètement ridicule. C'est pas une variation de 3%. Donc si vous voulez du soleil, c'est mieux d'aller au sud et c'est mieux d'aller près de la Méditerranée. Il se trouve que le plus grand parc installé en Europe est au nord, puisque c'est au nord du Rhin. C'est comme ça. Alors la première manière d'exploiter cette énergie, c'est tout simplement de chauffer de l'air ou de l'eau. Alors il y a une première planche que j'aurais pu vous montrer et que je ne vous montre pas, mais vous allez trouver tout seul de quoi il s'agit. La première exploitation, en fait, en ordre de grandeur et de très loin de l'énergie solaire, c'est... Pardon? Non, je l'ai entendu. Le chauffage. C'est le chauffage des bâtiments, tout bêtement. Vous n'avez pas besoin d'allumer le chauffage l'été. Juste, c'est de très loin le premier apport dans l'utilisation de l'énergie par les hommes. Et du reste, vous pouvez accroître ce terme en mettant des fenêtres au sud, des vérandas, etc. Donc dans la réhabilitation thermique des bâtiments, par exemple, si vous n'avez pas de problème d'espace au sol et que vous avez une façade côté sud, une des opérations classiques consiste à rajouter une véranda. D'accord ? Rajouter une surface vitrée, et l'hiver, ça vous sert de radiateur. Ça vous fait une serre, quoi, et l'air chaud rentre dans la maison. Ça marche très très bien. La deuxième manière qu'on peut avoir d'exploiter cette énergie thermique, c'est de faire de l'eau pour se laver ou de l'eau pour se chauffer. Alors l'eau pour se laver, c'est assez simple parce que vous mettez une surface de capteur sur le toit. Alors là c'est la douche solaire, hein, pour ceux d'entre vous qui en ont déjà utilisé une en camping. Donc c'est une surface noire devant laquelle vous faites passer de l'eau, ça chauffe l'eau. Et sauf que c'est plus gros qu'une douche solaire quand vous êtes chez vous, parce que vous prenez en général des douches qui sont un peu plus copieuses. Et à ce moment, l'eau chaude va chauffer un cumulus, qui est là comme un cumulus normal, dont vous vous servez ensuite pour prendre des douches. L'autre option, ça peut être d'utiliser la chaleur fournie par cette eau pour chauffer l'intérieur d'un logement. Alors là, vous ne le chauffez pas avec le soleil qui rentre par les fenêtres ou l'air chaud qui rentre par la véranda. Vous allez faire rentrer la chaleur par un circuit d'eau également, et ensuite ce circuit d'eau va relarguer les calories à l'intérieur de la maison. Cela étant, comme un circuit d'eau qui vous capte la chaleur, c'est pas à très haute température, c'est quand même moins chaud globalement ce circuit d'eau que ce que vous avez en sortie de chaudière pour un chauffage central. Vous avez besoin de surfaces radiantes qui sont plus importantes que ce que vous avez avec un chauffage central classique. Donc malheureusement, on ne peut pas faire un rétrofit sur les maisons existantes qui ont des radiateurs qui ont été dimensionnés pour de l'eau à 60 degrés, pour y faire passer du chauffage solaire avec de l'eau qui a été chauffée dehors en plein hiver à 40 ou 45 degrés. D'accord ? Vous ne pouvez pas. Donc ça ne marche que si vous cassez tous les radiateurs pour les remplacer par des radiateurs 4 fois plus gros, ou bien si vous avez un plancher chauffant. C'est la raison pour laquelle les maisons qui sont chauffées au soleil, avec des capteurs solaires sur le toit, en général, elles sont équipées, quand elles sont construites comme ça, elles sont équipées d'un plancher chauffant. Et vous avez donc un chauffage par le sol, pour avoir une très très grande surface radiante à une température pas très élevée. Alors cette énergie solaire-là est assez en vogue sous les tropiques. Sous les tropiques, vous avez, dans les territoires d'outre-mer, hein, en France, vous avez pas mal de logements qui sont équipés avec des chauffe-eau solaires de cette nature, notamment parce que les tropiques ne sont pas équipés de réseaux de gaz. Donc c'est soit de l'électricité, soit du fuel, et les énergies concurrentes étant plus chères que le gaz. En France, l'énergie la moins chère pour chauffer de l'eau, c'est du gaz. Mais sous les tropiques, vous n'avez pas de réseau de gaz en général. Donc à ce moment, les énergies concurrentes, c'est le fioul et l'électricité. Et les deux énergies concurrentes sont significativement plus chères. Et donc ça peut valoir le coup, comme il y a beaucoup plus de soleil, de mettre ce genre de chauffe-eau. La deuxième exploitation du soleil, c'est l'effet photoélectrique. Et l'effet photoélectrique, donc comme vous le savez, c'est la création d'un courant dans une matière qui est du silicium avec des petits trous et des petits électrons en trop avec des éléments qu'on a mis soigneusement là où il fallait.
c'est la création d'un courant quand vous exposez cette matière au soleil. Alors des panneaux solaires, vous en avez de toutes les tailles. Là par exemple, un cours d'un colloque, on m'a offert un petit gadget, vous voyez, qui est ce sac à dos, et ça c'est un panneau solaire. Voilà, je m'en suis rendu compte parce que je voulais m'asseoir dessus dans le jardin du Luxembourg et on m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Mais voilà, donc vous en avez toutes les dimensions, je vous en montrerai après qui sont un peu plus gros que ça. Donc l'idée du panneau solaire, c'est évidemment, encore une fois, que ça vous donne du courant quand il y a du soleil. Alors c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de soleil partout, mais vous allez voir que par ailleurs, il y a un certain nombre de limitations parce que du soleil, comme je le disais tout à l'heure, il n'y en a pas toute la journée alors que l'électricité, on aime bien l'utiliser toute la journée. Et puis vous avez par ailleurs une densité de puissance avec ce genre d'installation qui n'est pas extrêmement élevée. La manière dont fonctionne aujourd'hui en France l'installation de l'énergie solaire, c'est que très peu de sites font de l'électricité pour la consommer eux-mêmes en étant autonomes. À part le refuge du Dôme du Goûter et quelques autres baraques de cette nature, en règle générale, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on a favorisé les installations connectées au réseau parce qu'il y avait des objectifs d'augmentation des ENR dans tous les pays européens et que les ENR qui ont été favorisés en premier dans tous les pays européens sont les ENR électriques. Je pourrais préciser pourquoi plus tard. Enfin, en tout cas, mon hypothèse sur pourquoi plus tard. Et du coup, le but du jeu, c'est pas nécessairement que vous ayez un peu d'électricité pour vous, c'est que vous ayez de l'électricité pour mettre sur le réseau. Donc la façon dont ça fonctionne en France, c'est que vous avez, quand vous avez une installation photoélectrique, vous avez deux contrats différents. Vous avez un contrat qui concerne l'installation et qui vous fait injecter l'électricité sur le réseau avec un tarif d'achat qui est garanti, qui est à prix fixe et garanti. Et de l'autre côté, pour votre consommation, vous avez un contrat normal de consommateur d'électricité. D'accord ? Et les deux sont séparés. C'est une autre manière de dire que le développement du photovoltaïque en France est fait comme une activité économique et non pas fait comme un élément de consommation personnelle. C'est essentiellement une activité économique. En gros, vous louez votre façade sud de toit exactement comme vous loueriez une surface pour une boutique. Vous êtes propriétaire du commerce, mais c'est exactement ça le principe. Alors l'image d'Épinal, jusqu'à récemment, c'était le panneau sur le toit. En fait, alors ce graphique, il a été arrêté après 2014, mais ça vous donne quand même une indication. En fait, l'essentiel des surfaces photovoltaïques qui ont été développées en France aujourd'hui sont des grandes surfaces photovoltaïques. Donc l'énergie solaire photovoltaïque, en France comme dans beaucoup d'autres pays, c'est pas une énergie de particulier, c'est une énergie d'industriel comme les autres. Vous avez des développeurs de projets qui sont des gens qui trouvent des terrains ou trouvent des grands bâtiments, font réaliser l'installation, signent le contrat à tarif garanti, payent les charges, encaissent les résultats et ont un résultat net. C'est des opérateurs, c'est des entreprises qui font ça pour l'essentiel des surfaces qui sont installées en photovoltaïque en France. Voilà par exemple une photo aérienne de la plus grande centrale solaire au sol installée en France. Alors retenez que le photovoltaïque au sol est assez consommateur d'espace puisque vous avez besoin d'1 hectare par mégawatt de puissance. Et c'est 1 hectare qui est mobilisé en quasi-totalité. Alors il y a des gens qui se disent on peut en faire des ombrières, les mettre à 3 mètres du sol, faire pousser des fraises en dessous, etc. Mais globalement, c'est quand même 1 hectare qui est mobilisé en quasi-totalité. Une autre manière de dire ça, c'est que sur 1 km², c'est-à-dire 10 hectares, vous mettez 10 mégawatts de puissance. 1 km², pour faire tout de suite la comparaison qui vous intéresse, c'est également l'emprise d'une centrale nucléaire sur laquelle vous avez 4 gigawatts de puissance. Donc 10 mégawatts, 4 gigawatts, 400 fois plus. Donc le photovoltaïque au sol est très consommateur d'espace. C'est un de ses inconvénients. La deuxième particularité du photovoltaïque, c'est que, alors ici vous avez quelque chose que je vous ai sorti, enfin je l'ai fait ce matin là, sur le site de RTE. Vous avez ici la puissance injectée sur le réseau, jour après jour, sur quasiment 2 mois. Alors ne me demandez pas pourquoi, le brillant polytechnicien qui travaille chez RTE ne permet pas qu'on regarde ça sur 2 mois, c'est sur 54 jours. Bon, pourquoi 54? Ça va être son chiffre fétiche quand il joue au loto. Mais enfin bon, c'est quasiment 2 mois. Et donc, ce que vous voyez, c'est que vous avez évidemment un maximum tous les jours, mais que ce maximum, il peut varier d'un facteur 2 à 3 en l'espace de quelques jours. Et ça, c'est l'effet justement de la nébulosité.
Beaucoup plus de nuages, il fait mauvais, il pleut, etc., etc. Et vous vous retrouvez avec une puissance qui est fortement variable. Donc la partie prévisible à long terme, j'ai envie de dire, de l'énergie solaire, elle est là, elle n'est pas là, dans la mesure où 3 mois à l'avance, vous connaissez l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'orbite, donc vous savez quelle sera l'insolation. Par contre, vous ne savez pas quelle sera la nébulosité. Donc ce sur quoi vous savez que vous pouvez tabler de façon absolument certaine, c'est la fraction du potentiel que vous avez avec une forte nébulosité. Un jour où il flotte, en gros. Hein, mais c'est là-dessus que vous pouvez tabler, pas sur quelque chose. Et vous voyez qu'il y a encore un facteur d'incertitude de 2 à 3 par rapport à ce que vous pouvez avoir au maximum. Vous voyez également quelque chose d'absolument évident sur ce graphique, et j'y reviendrai plus tard, c'est que la fourniture s'interrompt toutes les nuits. Je le répète, hein, la nuit, par définition, c'est quand il n'y a pas de soleil. Ce qui veut dire que si on veut avoir un approvisionnement significatif en provenance de l'énergie solaire dans les scénarios, dans certains scénarios très optimistes sur les énergies renouvelables à 2050, vous avez le solaire et l'éolien qui peuvent atteindre 30% chacun de l'approvisionnement énergétique mondial, je dis bien énergétique, hein, pas électrique. Et à ce moment, ce que vous voyez immédiatement en regardant ce graphique, c'est que ça pose à l'évidence la question de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est là. Hein, c'est évidemment une question qui se pose tout de suite. J'y reviendrai. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut très bien avoir une énergie qui est renouvelable et son dispositif de capture qui ne l'est pas. Alors en l'occurrence, le solaire photovoltaïque correspond aussi à cette définition, puisque le soleil est parfaitement renouvelable. Enfin, en tout cas, pour que le soleil ne se renouvelle plus, il va falloir attendre 4 milliards d'années, donc ça ne sera plus tellement votre problème ni le mien. Par contre, pour capturer l'énergie solaire, aujourd'hui, vous utilisez des panneaux photovoltaïques qui nécessitent d'utiliser un certain nombre de matériaux qui sont parfaitement non renouvelables. Il faut utiliser de l'acier, il faut utiliser du cuivre, il faut utiliser du silicium, il faut utiliser des dopants, il faut utiliser de l'aluminium, il faut utiliser du verre. Alors, là-dedans, il y a des matériaux pour lesquels le problème de stock, vous serez mort et moi aussi, et l'humanité aussi, qu'on n'aura toujours pas de problème de disponibilité. Par contre, vous en avez d'autres, typiquement le fer. Par contre, vous en avez d'autres pour lesquels vous pouvez avoir un vrai problème de disponibilité, pas au sens où il n'y en aura plus, mais au sens où on commencera à avoir de vrais problèmes pour avoir des mines avec des concentrations qui font qu'on obtient quelque chose avec un effort raisonnable. Et ça se matérialise. Le fait que les énergies renouvelables aient un dispositif de capture qui n'est pas renouvelable, par le fait que vous avez, du coup, utilisation de matériaux non renouvelables qu'il a bien fallu fabriquer dans le dispositif de capture, et donc vous avez des émissions de CO2 liées à la fabrication du dispositif de capture. Alors là, vous avez des ordres de grandeur pour comparaison. Ici, vous avez les émissions liées à la production d'1 kWh au charbon. Et donc ce que vous avez là, c'est que vous retrouvez le kilo par kilowattheure dont je vous avais parlé au moment où on avait parlé des énergies fossiles. Alors ça se balade selon la technologie, que vous faites de l'ultra super critique, machin chouette, ou vous êtes dans une vieille centrale pourrie, voilà, c'est ça la marge. Ici, vous avez les émissions sur une centrale à gaz à cycle combiné. C'est une technologie raisonnablement récente, il n'y a pas trop de centrales pourries, donc je ne vous ai pas mis un haut et un bas. Et après, vous passez dans d'autres types de production qui sont dites non fossiles. Donc ici, vous avez le nucléaire. Ici, vous avez l'éolien sans stockage. Ici, vous avez le photovoltaïque sans stockage, c'est-à-dire brut de fonderie en sortie de panneau. Et ici, si vous stockez sur batterie. Alors là, en sortie de panneau, vous voyez que vous avez, ça peut varier. Et la raison pour laquelle ça peut varier, c'est que ça dépend de la manière dont vous avez fabriqué le panneau, ou plus exactement du pays dans lequel vous avez fabriqué le panneau. Comme fabriquer un panneau solaire, c'est fondre du silicium, et que c'est la métallurgie qui se fait avec de l'électricité, si vous êtes en Chine, vous allez avoir un contenu carbone de votre silicium fondu qui sera très supérieur au contenu carbone si vous faites ça en France. Par ailleurs, derrière, la quantité de kilowattheures que vous allez avoir par an dépend, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de la latitude et de la nébulosité. Donc là, les valeurs que vous avez, c'est pour la France. Selon que vous êtes au nord ou au sud et que vous avez fait fabriquer le panneau ici plutôt que là, vous voyez que vous vous baladez entre 30 et 80 grammes de CO2 par kilowattheure. Mais, si, comme je le disais tout à l'heure, vous vous posez également la question de savoir ce que vous faites quand il n'y a pas de soleil et donc que vous stockez,
À ce moment, là j'ai pris l'hypothèse du stockage sur batterie, sur barrage réversible, ça serait évidemment beaucoup moins que ça. Sur batterie, vous avez besoin de fabriquer la batterie, c'est de la métallurgie aussi, et 1 kWh stocké restitué sur une batterie, c'est n'importe quoi entre 50 et 200 grammes de CO2 par kWh électrique. Ici j'ai pris une valeur médiane, par ailleurs, quand vous stockez et que vous déstockez, vous allez perdre une partie de l'électricité que vous avez stockée. Vous avez une perte qui est de l'ordre de 20%. Donc ça veut dire que vous devez surdimensionner votre production pour la partie qui sera stockée de 1 sur 0,8. D'accord? Donc un peu plus de 20%. Si vous mettez bout à bout les émissions supplémentaires liées au fait que vous avez produit de l'électricité qui ne sert qu'à compenser les pertes de stockage et les émissions de fabrication de la batterie, voilà, vous arrivez à la conclusion qu'un kWh photovoltaïque stocké sur batterie, ça se balade quelque part entre 100 et 250 grammes de CO2. Oui. Alors, j'ai pas regardé la durée de vie qui était prise dans la CV, de mémoire c'est 25 ans ou 30 ans. Après, en fait, vous avez des panneaux qui peuvent continuer à fonctionner, mais avec des rendements dégradés. En fait, c'est ça le sujet. La question de la durée de vie est toujours un truc qui est très, comment dire, piégeux dans les analyses de cycle de vie, parce que par exemple pour les bâtiments, les durées conventionnelles c'est 50 ans, et bien évidemment on ne construit pas des bâtiments pour qu'ils s'écrasent au bout de 50 ans, sauf les espèces de commerces, de boîtes métalliques dégueulasses pour faire les commerces de banlieue, là où effectivement ça on compte pas trop dessus. Mais sinon dès que vous faites un logement, c'est évident qu'il n'est pas, on ne le construit pas pour qu'il s'effondre tout seul dans 50 ans, quoi. Bon. Voilà, donc vous avez des durées conventionnelles, sur le photovoltaïque c'est entre 25 ou 30 ans. Alors après, il y a un autre sujet, c'est que quand on regarde le rendement énergétique du photovoltaïque, donc là je vous ai parlé de l'empreinte carbone, mais on peut également s'intéresser à son rendement énergétique, il y a une question intéressante, alors je ne vais pas tout vous énumérer là-dedans, mais il y a une question intéressante de savoir où est-ce que j'arrête le périmètre de ce que je prends en compte. Parce que vous voyez, là, il y a un ingénieur espagnol qui, en l'occurrence, est un ancien du photovoltaïque. Il a passé son temps à installer et à gérer des parcs photovoltaïques en Espagne, qui un jour s'est amusé à faire le calcul de que donne le retour sur investissement énergétique du photovoltaïque, c'est-à-dire combien d'années de fonctionnement du panneau il faut pour rembourser l'énergie de fabrication du panneau. C'est ça le calcul qu'il a fait. Et il a dit, je ne vais pas prendre que le panneau, je vais prendre le panneau, je vais prendre son installation, parce qu'il faut des camionnettes au pétrole pour venir installer le panneau, il faut du ciment pour les fondations, il faut de l'acier, il faut venir laver le panneau à intervalles réguliers. Du reste, le Qatar, je crois, a des problèmes avec son photovoltaïque, parce que quand il y a des tempêtes de sable, ça colle plein de sable sur le panneau. Après, vous ne pouvez pas le nettoyer comme ça, parce que le sable raye le verre. Vous ne pouvez pas le nettoyer à l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau. Vous ne pouvez pas le nettoyer à l'eau de mer, parce que ça laisse du sel partout. Enfin bon, bref, ils sont un peu enquiquinés avec cette opération, d'après ce que j'ai compris. Mais donc, il faut le laver, il faut mettre une clôture autour, il faut passer à intervalles réguliers, vérifier que tout va bien, il faut mettre des onduleurs, enfin, bref. Et il faut également, cet ingénieur est allé jusqu'au bout, des gens dans des bureaux qui font des études pour savoir où est-ce qu'on va installer le parc photovoltaïque, des autorisations administratives, etc. Donc il a fait la contrepartie de tout ça. Et alors ça date d'il y a quelques années, donc évidemment ça s'est amélioré depuis, mais il y a quelques années, il disait, ben voilà, en gros, pour d'investi dans la fabrication du panneau photovoltaïque et de tout ce qui l'entoure, je vais ressortir 3 sur sa durée de vie. Dit autrement, si on considère que la durée de vie de l'installation c'est 25 ans, eh bien la fabrication de l'installation et l'énergie qu'il faut utiliser pour faire fonctionner les ingénieurs qui dimensionnent le machin, etc., en fait ça représente l'équivalent de 8 ans de fonctionnement. Alors encore une fois, ça date d'il y a quelques années, c'est quelque chose qui évidemment s'est amélioré depuis. Mais voilà, c'est un exercice intéressant parce que, alors je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont théorisé que le rendement du système énergétique, pour qu'on ait une société élaborée, il faut qu'il soit supérieur à 12 ou 13. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un retour sur investissement énergétique qui soit supérieur à 12 ou 13 pour qu'on ait une société élaborée dans laquelle les gens ont le temps d'aller faire des études à l'école des mines et non pas soient tous occupés à faire pousser leur nourriture. Alors, je n'ai pas été vérifier le multiple. En tout cas, ça me paraît à peu près évident qu'à 3, ça ne marche pas, et même à 5, à mon avis, ça ne marche pas bien.
Vous avez une dernière manière d'exploiter le rayonnement solaire à des fins énergétiques. Alors c'est toujours dans le domaine électrique, mais cette fois-ci c'est avec de la concentration. Oui. Alors sur le pétrole à ses débuts, si vous excluez le raffinage, vous êtes à 1 sur 100. Donc en gros, il fallait investir 1 pour faire sortir 100 d'un puits de pétrole. Le pétrole aujourd'hui, on est plutôt à 1 sur 10 en moyenne. Le pétrole de schiste ou les sables bitumineux, on est à 1 sur 3 ou 1 sur 4. Donc là, ça commence à être vraiment pas terrible. Le nucléaire, si vous demandez aux gens qui travaillent dedans, ils vous disent 1 sur 60. Si vous demandez aux antinucléaires, ils vous disent 1 sur 5. Mais en l'occurrence, pour avoir fait les calculs, je pense qu'on est beaucoup plus proche du 1 sur 60. Non, mais les antinucléaires, ils vous sortent toutes les hypothèses, tout le truc le plus défavorable possible. Ils vous enrichissent l'uranium avec des centrales à charbon. Enfin, bon, bref. Si vous regardez l'hydroélectricité, c'est pas mal. L'hydroélectricité, c'est 1 sur quelques dizaines. Voilà. C'est clair que les biocarburants, on le verra plus tard, ça peut être 1 pour 1. Enfin, 1 pour 1,2, on va dire. Donc vous avez, voilà, donc dans les énergies fossiles historiques, le gaz, on doit être à 1 pour 30, enfin, donc dans les énergies fossiles historiques, vous êtes à 1 pour plusieurs dizaines, et c'est ça qui a permis de faire la société très sophistiquée dans laquelle on vit. Les énergies renouvelables diffuses, typiquement le soleil, ont en général des ratios beaucoup plus bas, et c'est ça qui fait dire à un certain nombre de gens que ça sera compliqué d'avoir une société élaborée sur la base simplement de ces énergies. Pas pour ça qu'il ne faut pas s'en servir, mais je veux dire, ça fait partie des contreparties. Oui, dernier point, donc vous avez le solaire à concentration. Alors le solaire à concentration, on prête à Archimède de l'avoir utilisé il y a longtemps pour mettre en déroute les bateaux ennemis avec des grands miroirs paraboliques. Et plus récemment, on s'en sert pour faire des centrales qui sont aussi des centrales électriques et qu'on appelle des centrales thermodynamiques. Alors là, le principe, c'est de retrouver une machine de Carnot. Dit autrement, vous utilisez l'énergie solaire que vous concentrez sur un point chaud pour faire une source chaude à votre centrale. Donc au lieu de faire brûler du charbon ou casser des noyaux d'uranium en deux, eh bien vous allez concentrer du rayonnement solaire, c'est ça votre source chaude, du coup chauffer un réservoir de saumure, et ce réservoir de saumure, si votre champ de miroir est suffisamment important, il peut être porté à une température suffisamment élevée pour que ça permette de passer une partie de la nuit. Donc l'intérêt du solaire à concentration par rapport au solaire photovoltaïque, c'est que ça vous supprime pour partie la question de quand il n'y a pas de soleil, je fais quoi, hein? Ce qui est un gros avantage dans la gestion des réseaux. Oui. Ces trucs-là sont mis dans le désert. Oui. Où est-ce qu'on trouve la source froide pour la centrale thermique? Alors la source froide, c'est l'air ambiant. Donc le rendement n'est pas très bon. Voilà. Mais c'est pas très grave, parce que si vous êtes dans le désert, alors c'est grave pour la consommation de matériaux, parce que si vous avez besoin de 3 fois plus de miroirs, vous avez besoin de 3 fois plus de verre, de métal, etc. par kilowattheure produit. Par contre, c'est pas un problème d'espace, parce que vous avez tout l'espace que vous voulez. Donc mais c'est un problème de matériaux, ça c'est clair. Je vous ai montré tout à l'heure la France. Vous avez ici une carte de l'insolation en ce qui concerne le monde dans son ensemble, et donc vous voyez que les endroits où c'est pertinent d'aller mettre du solaire à concentration ou photovoltaïque, c'est les endroits qui sont cerclés en rouge. Alors malheureusement, ce que vous voyez également, c'est qu'à quelques exceptions près, en particulier la Californie, parce que la Californie est un endroit c'est un gros consommateur d'électricité. Vous vous rappelez peut-être qu'en termes économiques, si la Californie était un État indépendant, ça serait la 7e puissance économique mondiale, hein, donc c'est quand même un gros paquet d'activités, donc une grosse consommation électrique. Mais à part la Californie, l'essentiel des zones qui sont très bien insolées sont dans des endroits où il n'y a personne. Donc si on utilise... Oui. Si on lit les prévisions que vous aviez montrées, parce que nous sommes encore d'avant, sur les installations prévues avec le changement climatique, là pour le coup, il y a des zones favorables. Non, je vous ai montré l'assèchement. Je ne vous ai pas montré l'augmentation de l'insolation. Non, il n'y a pas... l'assèchement, en fait, il résulte de deux choses. Il résulte d'une baisse de la pluviométrie. Donc ça, effectivement, ça va diminuer. Ça vient d'une diminution de la nébulosité, globalement.
mais ça vient aussi d'une augmentation de l'évaporation, et ça, il n'y aura pas de lien avec les nuages. Donc ce que je vous ai montré la dernière fois, c'était l'assèchement du pourtour du bassin méditerranéen. Ce que vous voyez là, donc, encore une fois, c'est que les grandes zones d'insolation sont loin des grandes zones de consommation. Alors, il y a des gens qui ont imaginé qu'on pouvait installer des batteries de centrales solaires photovoltaïques ou à concentration dans ces zones-là, puis tirer des grandes lignes électriques qui iraient jusque dans les pays ou les zones dans lesquelles on consomme beaucoup d'électricité. C'est quelque chose qui n'est pas complètement idiot, dans la mesure où, après tout, vous avez bien des grandes lignes maritimes, des grandes lignes aériennes, donc on pourrait très bien faire des grandes lignes électriques. Je veux dire, sur le fond, c'est pas plus compliqué. Par contre, ça pose des questions intéressantes d'accord de partage, parce qu'il est évident que si vous utilisez le soleil des Maliens, si les Maliens sont bigornés normalement, ils ne vont pas vous laisser l'utiliser gratuitement. Donc il y a une question de partage. Donc dans l'idée des gens qui disent les énergies renouvelables, c'est une manière de s'affranchir de la dépendance aux autres, c'est moins sympathique, mais ça n'empêche pas de le faire. Et qu'est-ce que je veux dire, et en tout état de cause, c'est pas quelque chose qui peut se faire rapidement. Soit dit en passant, sur les matériaux qui sont nécessaires pour faire des panneaux solaires, on se rend également extrêmement dépendant. Aujourd'hui, les 10 premiers fabricants de cellules photovoltaïques dans le monde sont chinois. Les 10 premiers, hein. Non, pas le premier, les 3 premiers, les 10 premiers. Donc tous les plans de développement du solaire en Europe, typiquement, sont des plans qui favorisent l'industrie chinoise. Alors on peut le faire si on pense que c'est une bonne idée, mais ça, c'est contrepartie. Ici, vous avez quelque chose qui est intéressant sur l'occupation de surface comparée entre le solaire à concentration et l'hydroélectricité. Je vous avais parlé au moment du cours sur le changement climatique parce qu'on m'avait posé la question de l'influence des émissions de vapeur d'eau d'origine humaine dans les tours de refroidissement. Je vous avais dit c'est pas grand-chose. Par contre, la vapeur d'eau qui vient du barrage d'Assouan, ça c'est quelque chose parce que le barrage d'Assouan est un très très gros barrage en superficie au regard de la zone dans laquelle il est implanté. Et ça fait des évaporations artificielles, en l'occurrence de vapeur d'eau, sur toute cette surface qui est là. Ça fait une évaporation qui est loin d'être négligeable. Et alors, ce que compare ce graphique, c'est la superficie qu'il faudrait couvrir en miroir. Alors ça ne demande de couvrir en béton que le barrage lui-même. Après, la nature fait le reste. La nature a fait la vallée se remplit toute seule. Là, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait artificialiser nous tout seuls. Ça fait quand même la superficie d'une grosse ville. Mais par contre, en termes d'occupation globale d'espace, ce que vous voyez, c'est que c'est pas quelque chose qui est totalement délirant si on n'a pas de problème de matériaux. En fait, on a des problèmes de matériaux, évidemment, si on veut commencer à remplacer la totalité de l'électricité qu'on consomme dans le monde par du solaire à concentration. Ça sera toujours le problème. Par contre, ça a un avantage sur le photovoltaïque, c'est que le photovoltaïque est de la production de bouts de réseau, et le réseau n'a pas été fait pour ça. Le réseau est un système qui a historiquement été fait pour être un système descendant. Donc vous avez de la production en tête de réseau à très haut voltage, et puis après c'est comme vous perdez du voltage, comme vous perdez de l'altitude, et donc vous avez l'électricité qui est progressivement distribuée sur un nombre croissant de zones et de consommateurs, dans un processus qui est un processus de descente en tension, et vous avez par ailleurs une mutualisation, parce que si vous regardez, je ne sais pas si je vous avais déjà fait le calcul, si vous regardez la puissance que peut soutirer en France la totalité des appareils électriques installés, c'est 4 à 5 fois la puissance électrique installée en production. C'est clair ou je répète? La puissance installée en production, la puissance pilotable installée en production est de l'ordre d'une centaine de gigawatts. La puissance totale de tous les appareils installés en France, vos aspirateurs, ascenseurs, batteurs à mayonnaise, laminoirs, trains, etc., c'est quelques centaines de gigawatts. D'accord? C'est 5 fois plus, en gros. L'intérêt du réseau, c'est que ça mutualise la production, parce que bien évidemment, vous ne vous servez pas, le conducteur du train, au moment où il conduit le train, il n'est pas en train de se servir de son aspirateur chez lui. Donc vous avez, toutes les machines ne sont pas utilisées en même temps, et donc avec une puissance plus réduite que la puissance de la totalité des machines électriques installées dans ce pays, vous êtes quand même capable de servir tout le monde par effet de mutualisation.
Dans le rêve rifkinien dans lequel chacun vit heureux chez soi avec son panneau solaire et sa batterie, sans réseau, à ce moment, vous êtes obligé de dimensionner la puissance de pointe de toutes les installations locales à la consommation de pointe de toutes les installations locales. C'est clair ou c'est pas clair? Bon. Et donc, à ce moment, vous êtes obligé d'installer 4 à 5 fois plus de puissance dans le pays. Hein? Donc, le réseau est une source d'économie de puissance installée. C'est à ça qu'il sert. Et c'est justement parce que les pays qui se sont électrifiés il y a longtemps avaient moins de moyens qu'aujourd'hui qu'ils ont créé des réseaux pour mutualiser les moyens existants et pas avoir à les dupliquer partout. Donc le solaire à concentration, il est intéressant parce qu'il est en tête de réseau et donc il bénéficie de cet effet de mutualisation de la tête de réseau versus le photovoltaïque qui, lui, ne bénéficie pas de cet effet. Ce que je suis en train de vous dire, donc là, en indirect, c'est que l'autoconsommation photovoltaïque, c'est-à-dire le fait que chacun ait chez soi de quoi consommer sa propre électricité, contrairement à une idée couramment répandue, ça augmente très fortement les investissements globaux dans un pays et donc ça augmente très fortement le prix total de l'électricité dans un pays. Et si vous avez quelqu'un qui localement paye son électricité moins cher grâce à ça, c'est juste un effet de passager clandestin, la surcharge sera reportée sur tous les autres. Je vais vous le dire encore autrement. Comme nous avons en France un système électrique qui est un système à coût fixe, puisque le nucléaire c'est des coûts fixes et le réseau c'est des coûts fixes, si vous rajoutez des panneaux solaires pour ne pas consommer l'électricité du réseau quand vous avez du soleil, vous rajoutez un troisième système à coût fixe par-dessus 2 systèmes à coût fixe. Donc le coût global de l'ensemble augmente. C'est extrêmement simple. Oui ? Un plafond de quoi? Alors, c'est pas intéressant de quel point de vue? Ah, c'est-à-dire que la question c'est, est-ce que pour un surplus de population, ça vaut pas le coup que ce surplus, lui, ait son installation de son côté? Ah non, alors plusieurs réseaux mutualisés, c'est une duplication d'infrastructures. C'est un seul réseau qui est intéressant. Parce que comme ça, vous faites communiquer tous les consommateurs et tous les outils de production ensemble. Donc c'est là que vous avez l'effet de mutualisation le plus important. Après, si vous rajoutez, si vous dites les consommateurs supplémentaires, je les laisse hors réseau et ils ont qu'à s'équiper chez eux, en fait, là, vous les privez globalement de l'électricité marginale que le réseau pourrait leur fournir, enfin le réseau et les appareils de production du réseau pourraient leur fournir, et c'est beaucoup moins cher, cette électricité marginale, que le coût complet de production d'une installation autonome. On y viendra après. Donc dans tous les cas de figure, quand vous avez un réseau, vous avez intérêt à vous en servir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. On peut quand même faire du réseau avec des productions en théorie. On n'a pas un système de hub, on a un système de en France, c'est ça? Le réseau est un système maillé. C'est une toile d'araignée en gros. Et donc vous mettez à n'importe quel point de la toile soit un consommateur, soit un dispositif de production. Non, enfin, il est partiellement en étoile, mais vous avez également il est partiellement aussi en toile d'araignée. Quand il est purement en étoile, vous êtes dans ce qu'on appelle des presqu'îles électriques, typiquement la Bretagne ou le sud-est de la France, et le gestionnaire du réseau n'aime pas ça, je peux vous dire. Il aime bien avoir de la redondance. Et dans ce cas-là, en quoi c'est un problème d'avoir une production en réseau qui est beaucoup mutualisée par... En quoi c'est un problème, pardon? Ah non, attendez. Quand je dis en tête de réseau, je parlais du voltage. Je ne parlais pas d'une position géographique. C'est-à-dire que le réseau en France, c'est un backbone, un squelette à 400 kV. En dessous, un réseau moyenne tension entre 20 et 80 000 volts. Et encore en dessous, un réseau de distribution à 220 volts. Enfin, 380 triphasés. D'accord? Et tête de réseau, je voulais dire des installations de production qui sont branchées sur la partie à 400 kV. C'est ça que je voulais dire. Que la centrale soit
À Gardanne ou à Gravelines, c'est pas le sujet. C'est d'être sur le réseau à 400 kV. Parce que quand vous regardez, quand vous faites de rapides calculs, vous vous rendez compte que la déperdition électrique à ces tensions-là, à 400 kV, pour aller d'un bout à l'autre de la France, c'est quelques pourcents. C'est 2%, 3%, c'est pas beaucoup. Donc du coup, vous pouvez mettre votre centrale un peu où vous voulez, pourvu que vous ayez la capacité de transport. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc un deuxième effet du soleil, c'est qu'il évapore l'eau et donc il la fait précipiter. Ce cycle de l'eau est à l'origine de l'exploitation de la première électricité d'origine renouvelable que nous ayons en importance, qui est donc l'hydroélectricité. Alors l'hydroélectricité, dans son principe, c'est extrêmement simple. C'est le perfectionnement des moulins à eau. Vous avez une énergie potentielle de chute qui est la masse fois la constante d'attraction fois la hauteur. Et donc ce que vous allez récupérer quand vous turbinez de l'eau, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est cette énergie potentielle qui devient de l'énergie cinétique quand vous ouvrez la vanne, fois un coefficient de perte qui est dû au fait que vous avez un peu de frottement. Vous avez un peu de frottement dans la canalisation qui va du barrage vers la turbine, et vous avez un peu de frottement sur la turbine elle-même. Alors, question, combien on peut en faire? Oui. Une question sur le rendement de la turbine, ça veut dire que le 0,708, c'est l'énergie potentielle, et ensuite, c'est ce qui va directement à l'électricité, ou est-ce que pour avoir des transformateurs généralement? Non, c'est le rendement total. Non, le rendement, c'est mécanique. Donc en fait, dès que vous avez un... Et inversement, le rendement du moteur électrique est très bon aussi. Donc la transmission mécanique de l'eau aux ailettes de la turbine a un très bon coefficient. Et par ailleurs, la transformation du mouvement en électricité a un très bon coefficient aussi. Alors la question, c'est combien on peut en faire? Alors, ici, vous avez un petit calcul théorique pour l'Europe, justement, puisque la question m'a été posée tout à l'heure. En gros, de l'hydroélectricité, vous pouvez en faire facilement là où Mère Nature fait tomber l'eau en altitude, et que vous pouvez assez facilement, cette eau qui tombe en altitude, la collecter en altitude, faire une canalisation qui descend beaucoup plus bas, et la turbiner beaucoup plus bas. Donc, le seul endroit de relief qui vous offre cette opportunité, ça s'appelle des montagnes. Donc les montagnes, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire? Elles ont des vallées suspendues, c'est-à-dire des vallées que vous pouvez fermer en altitude. L'eau qui ruisselle dans ces vallées, que ce soit de l'eau de fonte de glacier, de l'eau de fonte de neige ou de la pluie, vous la collectez, ça s'appelle un barrage. Et du barrage, vous faites descendre, ou pas du reste, ça dépend là où vous avez mis le barrage, mais du barrage, vous faites descendre un tuyau en bas de vallée, et pour avoir la plus haute hauteur de chute possible, et en bas de vallée, vous turbinez l'eau. C'est juste un jet d'eau qui va actionner une turbine. Alors de temps en temps, vous n'avez pas de grande hauteur de chute. Par exemple, pour ceux d'entre vous qui connaissent le barrage de Serponçon, à Serponçon, vous n'avez pas de hauteur de chute, vous avez juste la hauteur d'eau du barrage. Parce que la turbine est au pied du... Vous n'avez pas de dénivellation à l'aval. Alors, question, combien est-ce qu'on peut en avoir de cette affaire? Donc ici, j'ai regardé un certain nombre de massifs montagneux que vous avez en Europe. Pour chacun d'entre eux, j'ai regardé leur superficie et leur hauteur moyenne au-dessus des vallées. D'accord? Donc ça vous donne, une fois que vous avez le nombre de millimètres de pluie par an, fois la superficie, vous avez le volume d'eau qui tombe. Et une fois que vous avez la hauteur de là où ça tombe par rapport au fond de vallée, vous avez la hauteur de chute. Donc là, vous avez la masse d'eau tombée en altitude, fois la hauteur de chute, il n'y a plus qu'à rajouter G qui est le même chez tout le monde, et ça vous donne le potentiel théorique qui peut venir de l'hydroélectricité. C'est très simple, le calcul d'ordre de grandeur est très simple. Et ce que vous constatez, c'est que si on regarde voilà, et donc là après vous avez le rendement, on va dire, qui s'applique. Aujourd'hui, en Europe, l'hydroélectricité représente un peu moins de 1000 TWh, c'est entre 500 et 1000, je ne me rappelle plus exactement la quantité. Donc vous voyez qu'on n'est pas très très loin du maximum théorique de ce qu'on peut faire. On a équipé l'essentiel des montagnes suédoises, norvégiennes, dans les Alpes, etc. On peut plus faire grand-chose. Ce qu'on peut encore faire,
c'est des bassins de rétention artificiels. Par exemple, je me suis amusé un jour à faire un petit calcul théorique sur la quantité d'eau qu'il faudrait pomper au-dessus du Léman si on voulait stocker de cette manière l'énergie intermittente des éoliennes ou des panneaux solaires. Voilà, donc vous pouvez imaginer noyer toutes les vallées qui sont au-dessus du Léman, là, donc pour tous les gens qui aiment bien aller faire du ski dans les stations qui sont juste au sud du Léman, vous oubliez, il n'y a plus de vallées, il n'y a plus de stations. On fait des barrages partout, mais ça peut pomper l'eau du Léman et compenser l'intermittence des éoliennes. Mais si c'est le seul genre de truc que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est-à-dire l'eau de pluie qui tombe naturellement, on a à peu près tout évacué, tout construit. Alors l'hydroélectricité, en fait, tout le monde a en tête le barrage que je viens d'évoquer, mais j'ai été incomplet dans mes explications parce qu'il y a une deuxième source de production électrique qui est importante, qui est ce qu'on appelle l'électricité au fil de l'eau. Alors là, c'est l'exact inverse du barrage qui est beaucoup de puissance, puisque vous avez une forte hauteur de chute, et pas la possibilité d'assurer de la production toute l'année, parce que sinon le lac de barrage se viderait rapidement. Le fil de l'eau, c'est l'exact inverse, c'est une dérivation d'un fleuve, une faible hauteur de chute, et ça tourne toute l'année. Alors en fait, ça tourne toute l'année, plus ou moins fortement. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que quand on parle du débit du Rhône, on parle du débit d'un fleuve qui, au printemps, se balade à presque 1000 mètres cubes à la seconde à certains endroits, mais l'été, ça peut être 10 fois moins. Un été un peu sec. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, le Doubs a été totalement à sec sur une partie de son lit. Hein. Donc le débit même d'un barrage au fil de l'eau, eh bien, vous pouvez avoir une production quand même l'été qui est significativement inférieure à ce qu'elle est au printemps ou à l'automne. Et puis de l'autre côté, vous avez les barrages qui servent à faire de la régulation de pointe. Et donc là-dedans, vous allez trouver ce qu'on appelle les éclusés et les barrages de haute chute. Alors les éclusés, c'est des barrages de petite chute. En fait, c'est juste ça la différence. Donc c'est des barrages avec un réservoir, donc une retenue. Simplement, vous n'avez pas une grande hauteur de chute derrière la retenue. Alors que les barrages de haute chute, typiquement Grand Maison, c'est un barrage de haute chute. Serre-Ponçon est probablement dans les éclusés. Une fois que je vous ai dit ça, la question c'est quelle est la fraction de l'hydroélectricité dans l'approvisionnement électrique des pays aujourd'hui? Alors ce que vous voyez, oui. Est-ce qu'il y a une limite dans le nombre de turbines au fil de l'eau qu'on peut mettre sur un fleuve? Non. Enfin oui, au sens de à partir du moment où il faut que vous fassiez 1 km pour avoir 10 mètres de hauteur de chute, eh bien si vous avez 300 km de fleuve, vous pouvez mettre 300 barrages au fil de l'eau, donc ça fait beaucoup, mais ça fait que ça. Et par ailleurs, sur 10 mètres de hauteur de chute, vous allez quand même avoir beaucoup moins que sur 2000 mètres, comme vous pouvez avoir dans les Alpes. Dernier point, le fleuve sert aussi pour la navigation. Ça ne vous aura pas échappé de temps en temps. Le fleuve, du reste, ça sert tellement pour la navigation que là aussi, dans les conséquences de la sécheresse de l'été dernier, vous avez le Rhin qui s'est tellement asséché l'été dernier, enfin le bassin versant du Rhin s'est tellement asséché et le niveau du Rhin est devenu tellement bas qu'une partie des transports de marchandises qui permet à l'industrie allemande de tourner et même à certaines centrales à charbon de tourner, ce qui est une très bonne nouvelle de mon point de vue, les transports n'ont pas pu avoir lieu parce qu'il n'y avait plus assez d'eau dans le fleuve. Hein. Donc une partie de l'industrie allemande a tourné au ralenti à la fin de l'année dernière et ça explique peut-être la petite récession qu'a connue l'Allemagne sur le dernier trimestre de l'année 2018. Donc les barrages au fil de l'eau, vous avez un nombre limite lié au fait que la hauteur de chute du fleuve entre son embouchure et le début de l'endroit où vous mettez des barrages au fil de l'eau est aussi limitée, quoi. Donc ici vous voyez la part de l'hydroélectricité dans l'approvisionnement électrique d'un certain nombre de pays. Vous voyez que le champion mondial, toute catégorie en proportion, c'est la Norvège, qui est aussi le premier producteur européen en valeur absolue de térawattheure hydroélectrique. De mémoire, un Norvégien consomme 3 fois plus d'électricité qu'un Français. Ça doit être dans ces eaux-là. Voilà, la France est pas très loin de la moyenne européenne, vous voyez, à 10%, enfin à peu près 10%.
Et vous voyez également qu'il y a des continents qui sont mieux lotis que d'autres, et en particulier l'Amérique du Sud est très bien lotie, parce que vous avez beaucoup de montagnes, la cordillère des Andes, beaucoup de flottes, il tombe beaucoup de pluie à l'équateur, et donc vous avez la possibilité de mettre beaucoup de barrages. Alors, en Europe, je vous le disais tout à l'heure, les barrages, on a un peu mangé notre pain blanc, au sens de, on a installé à peu près tous ceux qu'on pouvait installer. C'est pas aussi simple que ça ailleurs dans le monde, enfin c'est pas aussi vrai ailleurs dans le monde. Ici, vous avez un graphique qui vous représente pour chaque zone ce qui a été équipé, ce qui est encore envisageable techniquement, pardon, économiquement, et ce qui pourrait l'être techniquement si on se fout du prix. En gros. Hein. Et ce que vous voyez donc pour l'Europe tout à droite, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de mémoire, on est à 600 TWh d'électricité produite aujourd'hui. Le petit calcul théorique que je vous ai fait tout à l'heure, c'est que si je prends toute la flotte qui tombe sur toutes les montagnes, on est plutôt à 1200. Et vous voyez, ça correspond à peu près au fait que la moitié est équipée. Mais si je ne prends que ce qui est économiquement considéré comme pertinent aujourd'hui, on est plutôt aux 2/3 ou aux 3/4. C'est en Asie, en gros, que vous avez le plus gros potentiel de barrages restant à construire. Alors, retenez également une chose importante, c'est que l'essentiel des barrages dans le monde, là je parle bien des barrages, ne servent pas à produire de l'électricité. Ils servent à quoi? À l'irrigation, absolument. Ça sert à faire des retenues d'eau pour l'irrigation. Alors, en France, vous avez, soit dit en passant, aussi cet usage parfois sur certaines retenues d'eau. Ce qui veut dire que quand vous avez, et vous avez également des lacs de barrage qui servent pour le tourisme. Par exemple, sur le barrage de Serre-Ponçon, il y a une école de voile de mémoire. Ce qui veut dire que vous pouvez commencer à avoir, avec les retenues de barrage, des conflits d'usage. C'est-à-dire que les uns disent « turbinez-moi l'eau pour avoir de l'électricité sans carbone », les autres disent « non, non, turbinez pas l'eau parce que je veux la garder pour l'irrigation », et les troisièmes disent « ne faites ni l'un ni l'autre parce que je veux pouvoir faire de la voile sur le lac de barrage ». Donc vous avez des conflits d'usage qui peuvent apparaître avec les retenues d'eau, et notamment entre l'agriculture et la production hydroélectrique. Pardon, et j'oubliais un dernier conflit d'usage, qui est de soutenir les débits d'étiage, puisque à la fois pour des raisons de production des centrales nucléaires en France, de refroidissement donc, mais aussi pour des raisons écologiques, parce qu'il faut que les poissons aient encore un peu d'eau pour survivre dans les fleuves, vous avez également des lâchers d'eau dans les barrages, qui ont pour principal déterminant le fait de soutenir le débit d'étiage et qu'il reste de l'eau dans le fleuve. Hein, donc vous avez, voilà, donc les barrages peuvent avoir des usages qui sont variés. Voici un lac de barrage. Il s'agit du barrage de Vajon, Longaronne, en Italie, qui, à la fin des années 50 ou au début des années 60, je ne me souviens jamais, a connu un accident. Il y a eu des pluies diluviennes et une partie de la montagne qui était située, vous voyez bien là que ça s'est détaché là, donc c'est comme la face des Drues, mais sauf que ce n'est pas les Drues. Donc une partie de la montagne s'est détachée, a fait un énorme glissement de terrain qui est rentré dans le lac de barrage. Du coup, le lac de barrage a débordé. Toute la flotte est passée par-dessus le mur de barrage, a dévalé la vallée très encaissée qui était à l'aval, et ça a fait plus de 2000 morts. Vous avez également en France la rupture du barrage de Fréjus-Malpasset, alors qui lui était une retenue d'eau à usage agricole, qui a également fait plus de 400 morts. Et enfin, l'installation la plus meurtrière, enfin l'accident d'unité de production électrique qui a fait le plus de morts dans le monde en instantané, c'est... Ben non, c'est pas Tchernobyl, sinon je vous poserai pas la question, voyons, c'est pas drôle. C'est un barrage. C'est le barrage de Banqiao en Chine qui, au milieu des années 70, c'est un complexe de barrages qui s'est rompu également à la suite de pluies diluviennes. Et alors évidemment, les statistiques sont pas très fiables, mais qui a fait n'importe quoi entre 20 et 100 000 morts. Là-dedans, une partie des gens sont morts de la vague de crue et beaucoup d'autres sont morts parce que comme les voies de communication étaient coupées et que vous aviez de l'eau croupie partout, ils sont morts du choléra. Voilà, donc les barrages,
contrairement à une idée reçue, ce n'est pas des installations complètement anodines. Et une blague que je fais souvent, c'est si on me donne le choix entre habiter près d'une centrale nucléaire et à l'aval d'un barrage, je choisis près de la centrale nucléaire sans hésiter. L'aval du barrage, ça a fait beaucoup plus de morts dans le monde historiquement. Alors maintenant, on va s'intéresser à la biomasse. C'est une question sur les sortes de batteries qui font avec un lac en bas, un lac en haut. Alors oui, vous avez également avec les barrages, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais j'en ai parlé au moment où je parlais de remonter l'eau du Léman. On peut faire des stations de pompage. Donc la station de pompage, c'est un barrage réversible. Les stations de pompage, c'est des barrages réversibles, c'est-à-dire que vous avez à la fois une turbine qui permet de turbiner l'eau en provenance de la retenue et une pompe. Pardon, et quand l'eau a été turbinée, au lieu de la laisser repartir dans le fleuve ou dans la rivière, vous la mettez dans une retenue à l'aval. Et quand vous avez de l'électricité en trop sur le réseau, vous faites le chemin inverse, c'est-à-dire qu'avec une pompe, vous prenez l'eau de la retenue aval et vous la remettez dans la retenue amont. Et cette installation-là s'appelle une station de pompage. Et en France, on en a 5 gigawatts de stations de pompage. Sachant que la puissance installée, c'est 100 gigawatts. Alors, mais c'est des installations qui permettent de récupérer un peu d'électricité, pas tant, et de fournir un peu d'électricité, pas tant. Parce qu'en termes de fraction de la consommation quotidienne que ça permet, c'est une toute petite partie. Donc je disais, maintenant, on va s'intéresser. Vous n'avez pas fait le centre de bilan carbone que vous avez fait pour les panneaux solaires et donc pour le 10 grammes de CO2 au kilowattheure, l'hydraulique. La durée de vie d'un barrage, c'est combien de temps? Parce qu'il y a quand même de la sédimentation. Alors ça dépend si on parle de la durée de vie du mur du barrage, qui normalement est raisonnablement éternel, parce que sinon les gens qui sont à l'aval ont du souci à se faire. Ou si on parle de sa durée de fonctionnement normal. Et alors en fait, si effectivement on ne le purge pas, ce qui se passe, c'est que quand l'eau qui ruisselle à l'amont, notamment en montagne, arrive dans le barrage, elle est chargée de sédiments. Et donc vous avez, exactement comme la sédimentation près des côtes dans les océans, vous avez une sédimentation au fond du lac de barrage qui se fait. Et donc si vous ne purgez pas à intervalles réguliers pour enlever la boue que vous avez en gros au fond, effectivement, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus vous en servir. Vous ne pouvez plus vous servir du barrage comme d'un lac de retenue. Après, vous pouvez toujours vous en servir comme d'une installation au fil de l'eau, mais plus comme d'un lac de retenue. Absolument. Mais j'ai posé exactement la même question aux gens d'EDF, et la réponse qui m'a été faite n'a jamais été une réponse du genre « au bout de 80 ans, vous ne pouvez plus vous en servir ». Je crois que c'est très très dépendant de la façon dont vous l'entretenez. Donc, ma biomasse. Ici, vous voyez que sur ce petit graphique que je vous avais montré, sur le cycle du carbone, vous avez 120 milliards de tonnes de carbone qui sont chaque année séquestrées par les écosystèmes terrestres sous forme de photosynthèse. Alors ces écosystèmes terrestres respirent dans le même temps, ou plus exactement, même les arbres respirent. Donc les arbres respirent exactement comme les animaux. Ils ont un processus d'oxydation. Et donc, ce qu'on appelle la productivité primaire nette, c'est-à-dire ce qui est séquestré par la photosynthèse moins ce qui est respiré par les plantes, ça représente 60 milliards de tonnes de carbone par an. Alors, comme le pétrole et le charbon, c'est essentiellement du carbone, 60 milliards de tonnes de carbone séquestrées par la biomasse, ça veut dire qu'en contenu énergétique, c'est 60 milliards de tonnes équivalent pétrole, en ordre de grandeur. En ordre de grandeur. Hein. La consommation actuelle de l'humanité, c'est 14. Donc il y a plein de gens qui disent, miam miam, il y a tout ce qu'il faut dans la biomasse pour qu'on puisse substituer tous nos usages énergétiques. Alors la réalité est un peu plus compliquée que ça, parce que d'abord, une bonne partie de cette biomasse, c'est pas idiot qu'elle reste là où elle est, parce que ça s'appelle des écosystèmes. Ensuite, une bonne partie de cette photosynthèse, elle sert à faire pousser des choses que nous mangeons. Donc, le convertisseur, c'est nous, et le contenu énergétique, c'est ce qu'on mange. Donc ça, normalement, ce n'est pas disponible pour faire fonctionner des convertisseurs extracorporels, c'est-à-dire des machines. Donc en fait, quand vous regardez la fraction de cette biomasse qui est disponible pour l'usage des hommes, vous n'avez sûrement pas 60 milliards de tonnes équivalent pétrole par an, mais vous pourriez quand même en avoir quelques milliards de tonnes. Ça, ce n'est pas complètement déraisonnable.
Une première manière, donc après cette biomasse, il y a plein de manières de s'en servir. Vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, vous servir directement du bois et le brûler, ou directement de ce qui brûle et le brûler. Vous pouvez en faire des agrocarburants, on va rapidement regarder en quoi ça consiste, et vous pouvez en faire du biogaz. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc en gros, vous en faites des combustibles solides, liquides ou gazeux, exactement comme avec les combustibles fossiles, et qui ont en gros à peu près les mêmes usages. C'est-à-dire qu'avec le bois, vous pouvez faire de la chaleur domestique ou de la chaleur industrielle, exactement comme avec le charbon, ou de l'électricité, exactement comme avec le charbon. Les rendements sont moins bons. Pourquoi est-ce que les rendements sont moins bons avec le bois? Parce que quand on brûle du bois, il y a une certaine quantité d'énergie qui est utilisée pour passer du bois en charbon, et il y a des gaz, ensuite le charbon est... Non. C'est beaucoup plus bête que ça. Exactement. C'est la faute à M. Carnot. C'est parce que la température de combustion du bois est plus basse que la température de combustion du charbon. C'est juste ça. Donc les rendements sont moins bons. Mais donc on peut utiliser du bois en substitut du charbon, encore une fois, dans tout un tas de trucs, les cimenteries, les centrales électriques, voilà. On peut utiliser des agrocarburants en substitut des combustibles liquides. Donc les voitures, les avions, etc. Le monde aérien ne rêve que de ça. Il rêve de faire voler tous les avions de la planète avec des agrocarburants. Alors je vous donne tout de suite le résultat, j'y reviendrai après, j'en doute. J'en doute parce qu'aujourd'hui, le kérosène, c'est 10% du pétrole qu'on consomme sur Terre. Si je transforme toutes les céréales que nous produisons sur Terre en agrocarburants, ça me fait un quart du pétrole qu'on consomme. Donc il faudrait que les avionneurs, enfin que les compagnies aériennes captent à elles seules la moitié de la production céréalière mondiale transformée en agrocarburants pour faire voler tous les avions du monde aux agrocarburants. Voilà. Je ne suis pas complètement sûr de parier sur le fait que ça va marcher. Et vous pouvez en faire des combustibles gazeux. Les combustibles gazeux, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est un substitut au gaz naturel et vous pouvez à nouveau en faire de l'électricité, de la chaleur ou du carburant, comme dans les... Voilà. Alors voilà la version combustible solide. Vous avez là évidemment des rendements qui sont bons, puisque c'est des rendements de transmission de combustion à de la chaleur. Si par contre vous allez dans l'électricité, vous êtes plutôt à 20% de rendement. Hein, donc c'est des rendements qui ne sont pas bons. Pas bons du tout. Ensuite, vous pouvez en faire des combustibles liquides. Si vous en faites des combustibles liquides, en fait, vous n'allez pas pouvoir faire des agrocarburants, on va dire, de façon simple. La première filière pour faire des agrocarburants, c'est une filière qui consiste à produire des choses qui peuvent se transformer en éthanol par fermentation. Donc c'est soit de l'amidon, des céréales, soit du sucre, des betteraves ou de la canne. Vous donnez ça à manger à des petites bactéries. Les petites bactéries vont vous faire un jus sucré. Le jus de fermentation, c'est exactement comme le vin, hein, c'est le même principe. Et exactement comme le vin, vous avez un mélange d'eau et d'alcool, vous devez séparer les deux, donc vous allez devoir distiller. Et le gros problème du processus de production du bioéthanol, c'est exactement celui-là, c'est que vous avez une opération de distillation, donc vous avez une opération qui demande de consommer beaucoup de chaleur. Et donc c'est la raison pour laquelle le rendement à l'arrivée n'est pas bon du tout. Vous avez un deuxième processus de production d'agrocarburants qui lui passe par des oléagineux. Donc à ce moment, vous allez faire un substitut au diesel et non pas à l'essence avec des plantes oléagineuses, donc typiquement du tournesol, du soja, etc., des arachides, enfin ce que vous voulez. Et là, le processus d'extraction, lui, est purement mécanique. Par exemple, la graine de tournesol, vous vous contentez de l'écraser, donc vous n'avez pas besoin de grandes quantités de chaleur, et donc le rendement de transformation est bien meilleur. Par contre, le rendement de production est plus mauvais. C'est-à-dire qu'avec des betteraves, vous avez plusieurs dizaines de tonnes de betteraves à l'hectare quand vous les cultivez, alors qu'avec des oléagineux, vous avez de mémoire quelques tonnes à l'hectare de graines de tournesol ou de graines de soja, ou de graines de colza. Hein. Donc le rendement de culture est beaucoup moins bon. Par contre, derrière, le rendement de production est bien meilleur. Question, c'est quoi le bilan carbone de cette affaire? Alors la question est compliquée parce que quand vous produisez des agrocarburants, en fait vous ne produisez pas que des agrocarburants, vous produisez ça et d'autres choses. Quand vous faites de l'éthanol,
en pratique, vous allez avoir plusieurs manières ou des autres choses. Vous pouvez affecter selon la masse, vous pouvez affecter selon la valeur économique, vous pouvez affecter selon l'énergie de transformation qui a été nécessaire. Enfin bref, vous avez plusieurs règles et en fonction de la règle que vous utilisez, vous n'avez pas le même résultat. Alors, prenons l'exemple de l'éthanol. L'éthanol consiste à faire des cultures. La culture vous produit du grain et de la paille. Question, est-ce que vous affectez une partie des intrants de la culture à la paille ou pas? Bon. Ensuite, une fois que vous allez faire votre fermentation, ou betterave c'est pareil, une fois que vous allez faire votre fermentation, vous allez obtenir un jus sucré. Est-ce que vous affectez une partie des intrants à l'eau ou pas, au CO2 qui s'échappe ou pas, etc. Et donc en fonction de la méthode que vous utilisez, vous avez des résultats très différents. Vous avez également des coproduits. Les coproduits par exemple, en ce qui concerne l'éthanol, c'est des drèches de betteraves. Donc c'est des résidus végétaux que vous avez une fois que vous avez pressé vos betteraves. Ça sert en alimentation animale. Est-ce que vous le valorisez au contenu énergétique? Parce que c'est un contenu énergétique, sinon ça n'aurait aucun intérêt en alimentation animale. Est-ce que vous le valorisez à la valeur économique versus celle de l'éthanol? Ou est-ce que vous dites c'est un déchet parce que j'ai pas fait de l'éthanol pour avoir des drèches, j'ai juste fait de l'éthanol pour avoir de l'éthanol et donc ça vaut 0? Voilà, donc en fonction de la méthode que vous utilisez, vous n'avez pas le même résultat. Et ici, voilà, je m'étends pas longuement parce que c'est juste pour vous faire comprendre, vous avez le gain que vous avez à la fois en CO2 et en énergie par rapport à un litre de pétrole ordinaire, selon la méthode que vous utilisez. Et vous voyez qu'entre la méthode la plus favorable et la méthode la plus défavorable, eh bien, dans un cas de figure, vous avez quasiment 60% d'économie à la fois en CO2 et en contenu fossile par rapport à un litre de pétrole ordinaire. Et avec la plus mauvaise des méthodes que vous pouvez utiliser, ou la plus défavorable, vous n'avez que 10%. Dit autrement, vous n'êtes pas loin du 1 pour 1. Aux États-Unis, une des raisons d'avoir développé massivement l'éthanol à partir de maïs, c'est que comme la distillation est faite avec du gaz et du charbon qu'ils ont en abondance chez eux, alors qu'ils sont importateurs de pétrole, eh bien ça permet d'utiliser une énergie domestique pour alimenter les voitures en substitution d'une énergie importée. Alors même que le rendement n'est pas très loin de 1 pour 1. D'accord ? Et je rappelle encore une fois que les États-Unis utilisent 40% de leur maïs pour faire de l'éthanol. Le potentiel de cette affaire, donc j'y reviens, alors maintenant je vais prendre la France. Donc vous voyez que l'insolation moyenne de la France, c'est, allez, on va dire 1500 kWh par mètre carré en moyenne. Le rendement de la photosynthèse, ah ben tiens, j'aurais pas dû l'afficher avant de vous poser la question, c'est moins d'1%. Dit autrement, l'énergie qui va être contenue dans le glucose que la plante va synthétiser à partir de l'énergie solaire, c'est moins de 1% de l'énergie solaire reçue par la plante au cours de l'année. Donc c'est pas très très bon, le rendement de la photosynthèse. En France, nous avons donc, allez, on va dire, donc là ça vous donne le calcul de la quantité d'énergie que ça permet d'avoir. En France, nous avons 55 millions d'hectares. Donc vous voyez, si on a une substitution au carburant avec des processus de production d'agrocarburants qui ont une tonne équivalent pétrole à l'hectare, ben on pourrait faire l'équivalent de 55 millions de tonnes de pétrole. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, rien que du pétrole, on en consomme en France 75 millions de tonnes. Oui. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des plantes qui ont été un travail de recherche sur les plantes? Est-ce qu'on peut augmenter la photosynthèse? Alors avec les espèces végétales actuelles, pas tant que ça, parce que la fourchette que je vous ai montrée là est globalement... enfin voilà. Par contre, vous avez des espèces, en particulier les algues, qui peuvent croître plus vite avec la même quantité d'énergie solaire, mais par contre, vous n'avez pas la surface pour les faire pousser, parce que vous n'allez pas recouvrir la moitié de la France d'eau salée. Et si vous voulez utiliser des bassins d'eau salée flottants qui représentent un tiers de la superficie de la France, ça va quand même faire beaucoup. Enfin voilà, donc... Vous êtes quand même fortement limité à la base par le fait que la photosynthèse est une petite fraction de l'énergie solaire reçue. Et donc, vous voyez bien que dans un pays dans lequel on utilise 240 millions de tonnes équivalent pétrole d'énergie primaire, c'est ça la consommation de la France, même en utilisant du bois en direct, je suis limité, et en ne mangeant plus hein, évidemment, je suis limité à 100 à 150. 150 mettons. Si je continue à manger,
et donc que j'utilise que le quart de la superficie française qui est constituée de forêt, eh bien j'ai le quart de cette valeur, donc je suis plutôt aux alentours de 30. Ce qui est en gros ce qu'on utilise aujourd'hui en provenance de la biomasse dans le pays, non un peu moins, on utilise la moitié. Mais vous voyez, donc on a un petit potentiel d'augmentation, mais c'est pas comme si ça allait remplacer la totalité de ce qu'on utilise par ailleurs dans la chaleur. Bon, 10 minutes, pas une de plus, et on se retrouve ici. Alors, après la biomasse, on va regarder la géothermie profonde. La géothermie a commencé par la géothermie profonde. Donc la géothermie, c'est une machine de la géothermie profonde, ça se voit également comme une machine de Carnot pour faire de l'électricité. Le principe est toujours le même, vous avez une source chaude, une source froide, et ce qui vous fait la source chaude, c'est un puits d'injection dans lequel vous injectez de l'eau qui, dans le sous-sol très chaud, se transforme en eau très chaude, sous pression, et qui remonte par des puits de récupération, et ça vous fait votre source chaude. Alors c'est quelque chose qui marche bien là où vous avez des grandes quantités de chaleur dans les tréfonds du sol, et donc dans les zones volcaniques, c'est-à-dire là où vous avez des failles où vous pouvez aller chercher de la chaleur. Il y a un problème technique non négligeable lié à l'exploitation de cette technologie, qui est que comme c'est un circuit ouvert dans le sous-sol, au moment où l'eau circule dans le sous-sol, elle se charge en toutes les cochonneries oxydantes qu'elle peut trouver à cet endroit-là, et donc l'eau qui remonte est chargée en tout un tas de trucs, et elle est très corrosive. Et donc c'est un des problèmes qu'il y a en général, c'est que les installations ont besoin d'être blindées contre la corrosion de ce qui remonte du sous-sol. Vous avez une version intermédiaire qui sert à chauffer la maison de Radio France, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, qui est d'aller pomper de la chaleur dans une nappe intermédiaire, mais cette fois-ci pour faire du chauffage urbain, dans la nappe du Dogger, sous l'île de France. Et donc là, c'est toujours pareil, vous allez chercher de l'eau chaude, mais vous n'en servez pas pour faire de l'électricité. C'est pas assez chaud, de toute façon, ça doit être à 80 degrés. Et enfin, la troisième manière de se servir de ce qu'on appelle la géothermie, en fait, c'est des pompes à chaleur. Et les pompes à chaleur servent à vous extraire des calories, soit de l'air, soit de l'eau. Donc le principe est toujours le même. En fait, c'est un frigo inversé, une pompe à chaleur. Donc un frigo, vous voyez bien ce que c'est, ça vous refroidit l'intérieur du frigo, ça vous chauffe l'extérieur. Et bien là, c'est un frigo que vous mettez sur l'extérieur, et donc il vous refroidit l'extérieur et il vous chauffe l'intérieur. Soit vous avez une pompe qu'on appelle eau-eau, c'est-à-dire que le circuit qui va chercher les calories à l'extérieur, c'est un circuit d'eau, il va chercher les calories dans le sol, et il les transfère dans le logement. Soit, et là vous avez un circuit de chauffage central, une boucle d'eau chaude, soit ça va chercher les calories dans l'air, et ça les transfère à un circuit, une boucle d'eau chaude dans l'intérieur du logement. Et à ce moment, ça s'appelle air-eau. Si c'est simplement un appareil à air conditionné réversible, que vous avez dans un certain nombre d'endroits, à ce moment, ça s'appelle une PAC air-air. Donc là, simplement, ça va chercher les calories dans l'air et ça vous les colle dans l'air. Ça ne marche évidemment que sur une seule pièce, alors que les PAC air-eau ou eau-eau, elles peuvent servir de chauffage central. Et ensuite distribuer la chaleur via un réseau de chauffage central. Maintenant, on va parler du vent. Alors, le vent, c'est la deuxième grande ENR très en vogue que vous avez en ce moment. Le vent est dû à des différences de pression atmosphérique que vous pouvez avoir, soit de façon chronique avec des grandes circulations, par exemple les alizés, soit de façon conjoncturelle, voire très conjoncturelle, typiquement les thermiques pour ceux d'entre vous qui font du bateau. Quand vous regardez la carte des vents en France ou en Europe, ce que vous constatez, c'est qu'il y a deux grandes zones en France où il y a pas mal de vent, c'est le couloir rhodanien et la façade atlantique, et plus largement en Europe, vous voyez, vous avez le golfe du Lion et la façade atlantique, et en particulier le nord de la façade atlantique. Alors pour récupérer l'énergie du vent, eh bien on fait un moulin à vent, donc ça s'appelle une éolienne, et les éoliennes ont une puissance qui dépend de la section efficace, c'est-à-dire de la section qui va être couverte par les pales de l'éolienne. Par ailleurs, la puissance étant le carré de la masse par la vitesse, la moitié, le carré ça va vraiment mal, la moitié de la masse fois la vitesse au carré que divise le temps, en fait vous vous rendez compte que cette affaire-là est une fonction du cube de la vitesse du vent. Donc la puissance d'une éolienne varie comme le cube de la puissance du vent, de la vitesse du vent, je vais y arriver décidément, et donc c'est quelque chose qui est rapidement variable au cours du temps. Vous pouvez avoir des grandes variations de puissance.
Par exemple, avec le parc installé en France, après le passage de la tempête Miguel, eh bien, la puissance injectée sur le réseau est passée de 10 gigawatts à moins de 1 gigawatt en l'espace d'une journée. Donc on a diminué la puissance injectée par les éoliennes de 9 gigawatts. Comme les journalistes adorent compter en centrales nucléaires, ça fait 9 centrales nucléaires, voilà, en l'espace d'une journée. Donc ça fait quand même des grandes variations. On envisage également maintenant de mettre des éoliennes flottantes. Alors pourquoi est-ce qu'on a envie de mettre les éoliennes sur la mer? Parce que sur la mer, vous avez moins de résistance au vent, et donc vous avez des vents qui sont plus réguliers, et donc vous avez une production annuelle qui est plus importante. Par contre, vous avez des coûts qui augmentent fortement parce que à terre, vous plantez directement l'éolienne dans la terre. Plus vous allez en mer et plus vous avez besoin d'une infrastructure sous-marine qui est importante. Et si vous avez une éolienne flottante, vous avez besoin d'une infrastructure sous-marine qui est encore plus importante parce qu'il faut faire une grande plateforme d'ancrage, des câbles, etc. L'éolienne, comme elle vous produit, comme le solaire, soit dit en passant, une électricité qui arrive quand les conditions le déterminent et non pas quand vous en avez besoin, elle va mordre sur votre production dite de base. Donc la production de base dans un pays, c'est celle qui tourne tout le temps. C'est la production dont vous avez besoin tout le temps. Ici, vous avez une semaine typique d'hiver en France. Eh bien, vous voyez la base, c'est tout ce qui se trouve sous le creux. C'est ce que vous allez avoir, en l'occurrence c'est de la semi-base là aussi, parce que la base c'est plutôt annuel, donc c'est ce que vous avez absolument toute l'année. Mais disons que là, ce que vous avez sur une semaine, vous voyez, ça s'arrête là. Et donc pour assurer le surplus qui va au-dessus, il faut des moyens qui soient pilotables, parce que vous avez deux pointes dans la journée, la pointe du matin là aux alentours du milieu de la matinée et la pointe de 19h du soir. La pointe de 19h du soir a lieu à 19h du soir, elle n'a pas lieu à 15h parce qu'il y a du vent à 15h. Donc comme vous avez besoin de moyens pilotables pour assurer la pointe au moment où elle a lieu, pour le moment en tout cas, eh bien, on considère que les moyens intermittents s'imputent sur la base. J'y reviendrai après. Alors, quand vous n'en avez qu'un peu, ça n'oblige pas à changer la façon dont vous envisagez la base. Quand vous en avez beaucoup, évidemment, ça devient un peu plus un problème. Dans les quelques... Voilà, donc ça, l'éolien, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai à peu près tout dit sur la façon dont ça marche. Après, quelques éléments complémentaires pour savoir si on peut en faire beaucoup ou pas. Un des premiers éléments sur l'éolien est de savoir si on couvre une superficie suffisamment importante, on est assuré qu'il y ait toujours du vent quelque part, de telle sorte qu'on puisse compter sur une puissance garantie. Alors ici, vous avez un nuage de points que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où vous avez, pour deux pays adjacents, qui sont la France et l'Allemagne, heure par heure, donc vous avez 8760 points sur ce graphique, heure par heure, l'abscisse du point, c'est la fraction du parc allemand qui est utilisée. Dit autrement, c'est la fraction de la puissance installée qui est effectivement produite. Donc si vous avez un 20% sur cette valeur et que le parc installé est de 50 gigawatts, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez 20 de 50, c'est-à-dire 10 gigawatts de produit. C'est bon? Alors, j'ai mis en pourcentage du parc installé, ou de la valeur maximale plus exactement, et non pas en puissance fournie, pour éviter d'étaler le nuage, parce que les puissances installées dans les deux pays ne sont pas du tout les mêmes. Hein? Là, j'ai 100 d'un côté et 100 de l'autre, de manière absolument certaine, puisque c'est à chaque fois la fraction de la puissance installée qui produit effectivement. Alors, si vous aviez un foisonnement parfait, c'est-à-dire si, quand il n'y a pas de vent chez l'un, il y en a chez l'autre, et réciproquement, tous les points devraient se trouver dans une zone qui ressemble à ça. Dit autrement, quand ça tourne à plein d'un côté, ça ne tourne pas du tout de l'autre, comme ça, je n'ai pas trop d'électricité. Quand ça tourne à plein de l'autre côté, j'en ai pas du tout dans le premier pays, parce que comme ça, j'ai pas trop d'électricité. Et moins j'en ai dans un pays donné, et plus j'en ai dans le pays adjacent. De telle sorte que la somme des deux est constante. D'accord? Ça, c'est une situation dans laquelle ça correspond effectivement à il y a toujours du vent quelque part, et non seulement il y en a toujours quelque part, mais il y en a assez. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que c'est pas ça qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que la probabilité maximale de ne pas avoir de vent en Allemagne, c'est quand vous n'avez pas de vent en France. Donc une autre manière de dire ça, c'est que le fait de regarder deux pays ensemble plutôt qu'un seul pays ne vous augmente pas de manière significative la puissance garantie sur laquelle vous pouvez compter. C'est ça la conclusion de ce nuage de points. Hein
c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sous une autre forme, avec ici la puissance qui est injectée sur une année. Alors là, vous ne voyez même pas les minima annuels, parce que ça peut descendre quasiment là. Mais la puissance injectée sur le réseau européen, avec tous les pays qui sont là. Et ce que vous voyez, c'est que d'aller d'un bout à l'autre de l'Europe, vous voyez, ça ne vous évite pas quand même de très très grandes variations de puissance en ce qui concerne la puissance éolienne injectée. Par ailleurs, vous voyez ici que la puissance installée en Europe actuellement, c'est 170 gigawatts, et vous voyez que ça ne monte quasiment jamais au-dessus de 90. Donc ça veut dire qu'à un instant donné, vous ne pouvez jamais avoir la totalité de la puissance installée qui produit, si je regarde toutes les éoliennes européennes. Et par contre, à tout instant, la puissance minimale qui est garantie par ces 170 gigawatts, elle n'est pas plus élevée que 10 gigawatts. Vous voyez, là, ça descend jusqu'à 10. Et en fait, si on avait une résolution plus fine, vous verriez que de temps en temps, ça descend même un peu en dessous. Alors ça porte une conséquence importante à avoir en tête sur la manière de comparer les modes fatals, PV et éolien, avec les modes pilotables. Ici, vous avez la puissance installée en Allemagne depuis 2002. Donc vous voyez, en 2002, l'Allemagne avait 10 gigawatts d'éolien. Aujourd'hui, elle a 100 gigawatts solaire, éolien offshore, éolien onshore, à terre. D'accord ? 100 gigawatts. Qui, soit dit en passant, mon ordre de grandeur, c'est que ça lui a coûté à peu près 250 milliards d'euros à installer. Voilà maintenant à quoi ressemble la production électrique renouvelable. Alors j'ai un peu triché là-dedans parce que j'ai rajouté le biogaz, mais qui est pilotable, et j'ai rajouté l'hydroélectricité, qui est pilotable. Mais peu importe. Même si vous regardez que la partie éolienne et solaire, vous constatez que c'est en forte augmentation. Ce que vous constatez également, si on regarde la consommation allemande sur les 10 dernières années, c'est qu'elle est à peu près flat. Vous voyez, là, vous avez le maximum de la consommation allemande, il est toujours à peu près le même. Ce que vous constatez par contre, c'est que les exportations augmentent, j'y reviendrai juste après. Donc ça veut dire que l'augmentation de la production électrique allemande, en fait, sert essentiellement à augmenter ses exportations. Mais ça, ni ça ne baisse, ni ça n'augmente sa consommation domestique. Soit dit en passant, ce qu'on voit aussi implicitement sur ce graphique, c'est que l'idée parfois avancée que si vous avez un panneau dans le fond de votre jardin ou une éolienne dans le fond de votre jardin, ça rend l'énergie citoyenne, c'est-à-dire que vous voyez ce qui produit et du coup vous faites attention à votre facture, bah vous voyez, c'est pas totalement probant quand vous voyez que ça ne bouge absolument pas au niveau de la consommation allemande. Alors avec ce que je viens de vous montrer, donc de plus en plus de puissance installée, de plus en plus de production, une consommation qui ne bouge pas, maintenant je vous pose la question, la puissance installée dans les autres moyens, comment est-ce qu'elle a évolué ? Il y en a deux qui trichent parce qu'ils connaissaient déjà la réponse, je pense. Ça n'a pas bougé. Ici, vous avez la puissance installée en moyen pilotable, dans lequel j'ai remis l'hydroélectricité qui est pilotable, le biogaz. Ici, vous avez le nucléaire, donc vous voyez la forte chute quand ils ont baissé les réacteurs. Après, vous avez le charbon et vous avez le gaz. Alors, lignite, charbon-gaz. Ce que vous voyez, c'est qu'on avait 100 gigawatts de puissance pilotable en 2002. Ça monte un peu, ça descend un peu, ça monte un peu, ça descend un peu. On a 100 gigawatts aujourd'hui. Donc, l'augmentation, pourtant pas négligeable, puisqu'ils avaient 100 gigawatts de moyens pilotables, ils ont rajouté 100 autres gigawatts de moyens intermittents, éoliens et solaires. Eh bien, ce que vous ne voyez, c'est que l'augmentation de ces moyens intermittents ne permet pas, n'a pas conduit à baisser la quantité de moyens pilotables qu'avait l'Allemagne. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé si la puissance installée n'a pas varié? Ils l'utilisent moins. En 2002, ces moyens pilotables fournissaient pas loin de 500 TWh d'électricité. Aujourd'hui, ils en fournissent un peu moins de 400. Donc en fait, ils ont toujours la même puissance installée, ils ont baissé son facteur de charge. Conséquence logique, qu'est-ce qui se passe pour les comptes d'exploitation de ces électriciens? Ils se cassent la gueule. Et en fait, c'est un processus que vous observez partout en Europe. C'est-à-dire que les électriciens qui possédaient des moyens dits conventionnels avant l'émergence des ENR sont tous en train de faire grise mine. Alors je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je dis que c'est quelque chose qu'on voit absolument partout en Europe, ce n'est pas propre à EDF, qui a aussi ses comptes qui font un peu grise mine. Oui. Attendez, pardon, il y avait, je ne sais plus où, une question devant avant. Oui, là. C'est ce qu'ils font, ils l'exportent un peu là. Parce qu'il y a le surplus d'électricité ici conduit à la fois à baisser le facteur de charge et à augmenter les exportations. S'ils n'avaient pas augmenté les exportations, ils baisseraient encore plus le facteur de charge. Voilà.
C'est un arbitrage entre les deux. Les exportations, soit dit en passant, conduisent aussi à baisser le facteur de charge des voisins. Pour exactement les mêmes raisons. Oui ? Alors attendez, je ne comprends pas. Là, pour le moment, on ne parle pas de marché, on parle d'électrons et de physique. Hein. Ah oui. Ah non. Alors, ils ne peuvent pas. J'ai malheureusement pas le temps pendant ce cours de vous expliquer longuement en détail pourquoi, mais vous pouvez regarder s'il y a des conférences de Percebois qui tournent sur Internet. Ils ne peuvent pas parce que la manière dont le marché de l'électricité est organisé, c'est qu'à tout instant, le marché s'aligne sur le coût marginal de production le plus élevé des moyens disponibles à un instant donné. Or, le coût marginal de production des ENR est nul, et donc ça vous tire globalement le marché vers le bas, et donc ils ne peuvent pas faire monter les prix. Voilà, ils n'y arrivent pas à cause de ce mécanisme-là. Alors, on a inventé une rustine, soit dit en passant, qu'on est en train de mettre en place, qui s'appelle les mécanismes de capacité. Donc justement, comme on sait qu'on a besoin de garder de la puissance pilotable, l'opérateur dit, vous me garantissez que ce truc-là est activable si j'en ai besoin et je vous paye pour ça. Alors en France, du coup, si je vous transpose l'exemple français, alors pardon, je vais finir avant, voilà le cas espagnol. Les Espagnols ont installé 25 gigawatts d'éoliennes depuis la fin des années 90. Dans le même temps, parce qu'eux, ils étaient en train d'équiper leur parc, ils ont installé 25 gigawatts de centrales à gaz. Donc en fait, ils ont installé très exactement 1 pour 1 entre les modes non pilotables et les modes pilotables. Si les modes non pilotables étaient autosuffisants, ils n'auraient évidemment pas construit des centrales à gaz à côté. D'accord ? C'est un deuxième élément qui montre que ça ne suffit pas d'avoir des moyens non pilotables. Et du coup, ce qu'ils font, les Espagnols, c'est quand il y a beaucoup de vent, eh bien, ils utilisent le vent, puis quand il n'y a pas beaucoup de vent, ils utilisent le gaz. Voilà, la conclusion que j'en tire pour la France, c'est que si en France, nous développons fortement les modes non pilotables, donc éolien et solaire, quelles qu'en soient les raisons, après ce que je viens de vous dire, et avec votre propre argent, est-ce que vous avez plutôt envie de parier qu'on garde autant de réacteurs nucléaires et qu'on baisse le facteur de charge, ou plutôt envie de parier qu'on va supprimer des réacteurs nucléaires? Moi, avec mon propre argent, j'ai envie de parier qu'on va baisser le facteur de charge. Qu'est-ce que ça donne sur la sûreté du parc, cette histoire? Ça donne que vous avez un parc que vous êtes obligé de garder pour avoir la puissance garantie, et comme il tourne moins souvent, ou bien il encaisse moins d'argent parce que le prix du mégawattheure n'augmente pas, et donc vous avez besoin d'entretenir un parc qui est un système à coût fixe en gagnant moins d'argent. Est-ce que vous pensez que ça augmente la sûreté? C'est pas complètement sûr. Ou bien vous arrivez à faire ce qui a été suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire que vous vendez votre kilowattheure plus cher, et à ce moment, vous avez toujours le même nombre de réacteurs, vous payez toujours l'électricité nucléaire le même prix au total pour moins de kilowattheures, et vous avez rajouté en plus le coût des modes intermittents. On est d'accord? Donc mon pari, c'est que si nous allons au bout de l'expérience du 50% de nucléaire en France, et vous serez encore suffisamment, vous serez vivant au moment où vous verrez que le pari va au bout ou qu'on l'abandonne, mon pari, c'est que l'essentiel va être fait non pas en fermant des réacteurs nucléaires, peut-être qu'on en fermera 2 ou 3, mais ça va être fait en baissant le facteur de charge des réacteurs existants, et à un moment ou à un autre, soit on recapitalisera, soit on réencadrera les prix, soit il se passera quelque chose de très bizarre. Soit EDF n'aura plus les moyens d'assurer la sûreté avec l'argent qu'elle gagnera, on fermera des réacteurs, il y aura des blackouts. Enfin, je veux dire, de toute façon, il va se passer un truc bizarre. Voilà. La seule chose sur laquelle je ne parie pas, c'est qu'on va réussir à remplacer des moyens pilotables par des moyens non pilotables de façon massive, parce que pour le moment, aucun pays n'arrive à le faire. Oui. Aujourd'hui, quand on ferme un réacteur nucléaire, on en réouvre un, non, enfin oui, en fait oui, puisqu'on a décidé en pratique qu'on allait attendre que Flamanville démarre avant de fermer Fessenheim. Donc en pratique oui. Oui. Ah bien sûr qu'il est pilotable.
Je l'ai dit rapidement la dernière fois, mais le nucléaire, vous arrivez aujourd'hui à faire baisser sa puissance de 80% en une demi-heure. Et à la faire remonter dans les mêmes proportions en une demi-heure aussi. Vous avez une marge de 30 MW par minute sur les réacteurs nucléaires français. Je l'ai précisé la dernière fois. Alors j'espère que je ne suis pas en train de préciser un truc, que vous étiez en train de discuter avec votre copain à ce moment-là. Mais je l'ai précisé la dernière fois, et ce n'est pas le cas de tous les réacteurs nucléaires dans le monde. Mais comme en France, on a un gros parc, et donc vous avez besoin notamment de couvrir une partie de la variation quotidienne avec du nucléaire, ce qui était montré sur la courbe de charge que je peux vous remontrer, parce qu'elle est assez... là. Vous voyez là que le nucléaire varie un peu dans la journée. Et quand la tempête Miguel est passée, là, enfin pas la tempête Miguel mais une précédente, le parc nucléaire français a baissé sa capacité de 10 gigawatts en l'espace d'une journée. Parce qu'il a dû s'effacer justement devant l'éolien allemand. Donc oui, c'est le nucléaire français, comme il est dominant dans la production, il est capable de faire du suivi de charge, on lui a demandé de faire ça. Dans les autres pays, quand il fait 20-30% de l'approvisionnement, alors là c'est clair qu'il tourne en base à 100% de sa puissance toute l'année. Alors, dernier point sur l'éolien, ce que je vous montre est aussi partiellement vrai pour le solaire. Il y a quelque chose d'un peu auquel il faut faire attention aussi, c'est que je vous ai montré que les exportations allemandes avaient augmenté avec le temps. En fait, il y a un pays qui est encore plus intéressant à regarder de ce point de vue, c'est le Danemark. Ici, vous avez au Danemark l'exportation nette. Donc là, ils sont en importation zéro équilibrée, en surplus en exportation, en fonction de la puissance éolienne au Danemark. Là, vous voyez de manière extrêmement claire que, en gros, quand les éoliennes ne tournent pas, le Danemark importe son électricité de ses voisins, notamment du charbon allemand, pas que, mais... Et parce que quand il n'y a pas beaucoup de vent au Danemark, il n'y en a pas beaucoup en Allemagne non plus. Donc c'est justement le moment où l'Allemagne fait tourner ses centrales à charbon à plein régime. Et quand vous avez énormément de vent, eh bien, le Danemark exporte son surplus. Et alors, il l'exporte, entre autres, vers les pays scandinaves, qui ont plein de barrages, donc qui arrêtent leurs barrages, qui achètent l'électricité là à zéro, voire à moins de zéro, et par contre, qui revendent l'électricité des barrages fort cher au Danemark quand on est là. Donc les Suédois et les Norvégiens adorent le programme éolien danois, qu'ils ne remercieront jamais assez. Vous avez également le même processus avec l'Allemagne, où vous avez, alors le nuage de points est un peu moins resserré, mais vous voyez quand même une tendance très nette au fait que plus vous avez d'éolien en Allemagne et plus les exportations nettes sont élevées. Il y a un autre graphique que je ne vous ai pas montré, je suis désolé, mais vous pouvez le trouver sur Internet, sinon je l'ajouterai à cette présentation. Vous avez également les prix de marché qui ont tendance à baisser quand la puissance éolienne injectée augmente. Et à partir du tiers de la puissance installée, vous commencez à avoir ce qu'on appelle des prix négatifs, c'est-à-dire que ça coûte moins cher aux producteurs de payer le consommateur pour prendre l'électricité, donc on paye le consommateur pour prendre l'électricité à ce moment-là, pas longtemps, mais on le paye, plutôt que de débrancher l'éolienne, parce que c'est une opération plus compliquée, de la débrancher et de la rebrancher. Voilà quelle est la part de l'éolien dans la génération électrique d'un certain nombre de pays. Alors, c'est pas pour rien que je vous ai montré le Danemark, parce que en fait, c'est la part dans la génération électrique, c'est pas la part dans la consommation effective, puisqu'une bonne partie de son électricité est exportée, son électricité éolienne est exportée. Donc la part dans la consommation effective est beaucoup plus faible que ça. En fait, la part, l'Union européenne ne communiquant pas avec ses voisins, au Danemark comme ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de raisonner plutôt avec ça. Donc aujourd'hui, on est aux alentours de 10%. Alors dans l'Union européenne, prise globalement, l'éolien mord quand même sur un peu de fossiles. C'est clair. Question après. Si on veut passer à des modes décentralisés de manière significative, est-ce qu'on a des limites ailleurs? Il y en a une qui est importante, alors qui est peu évoquée, mais que vous voyez ici sur ce graphique que j'ai tiré d'un document dont vous avez la référence en bas, et qui vous donne les quantités de matériaux, et en particulier de métaux, qui sont utilisés par des térawattheures, des mégawattheures, je ne sais plus, mégawattheures, mais en fait c'est le rapport de proportion qui est important. Que vous avez en fonction des modes de production. Et ce que vous constatez en gros, c'est que quand vous passez des modes, on va dire concentrés, d'accord,
dont notamment le nucléaire qui est décarboné, mais pas que vous avez ici, à des modes diffus, on va dire le vent et le solaire photovoltaïque. Vous avez une multiplication par quelques dizaines à quelques centaines. Par exemple, le cuivre, vous voyez la valeur ici, et regardez les valeurs qui sont là. C'est pareil pour le verre, regardez les valeurs. C'est pareil pour le ciment. C'est pareil pour l'acier, vous voyez en bas. Enfin, bon, bref, donc vous avez un facteur multiplicateur très important en ce qui concerne les matériaux qui sont utilisés par mégawattheure produit. Or, ces matériaux sont aujourd'hui produits avec des énergies fossiles. D'accord ? La mine, elle fonctionne aujourd'hui avec des engins de mine. La métallurgie fonctionne avec du charbon et de l'électricité fossile. Les transports intermédiaires fonctionnent avec du pétrole. Donc tout ça fonctionne avec des moyens qui sont des moyens fossiles. L'importance des matériaux que vous avez là fait que si on devait produire tous ces matériaux avec juste des panneaux solaires et des éoliennes, c'est-à-dire si on devait boucler le système, il est évident que le prix de production du solaire et de l'éolien serait considérablement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Dit autrement, le solaire et l'éolien aujourd'hui ça coûte pas cher parce que le dispositif de capture non renouvelable est fait à bas prix parce qu'on utilise des énergies non renouvelables pour faire ce dispositif de capture. C'est clair ou je répète? Et du coup, avec ce que je viens de vous dire, quand on compare le coût d'un système pilotable avec un système non pilotable, il faut faire très attention au fait qu'on compare des choux et des carottes. Je le redis, vous ne pouvez pas considérer qu'un kilowattheure qui fait que votre cuisinière fonctionne quand vous avez faim vaut la même chose qu'un kilowattheure qui fonctionne quand il y a du vent. Enfin, qui arrive quand il y a du vent. Parce que si vous n'avez faim que quand il y a du vent, c'est parfait. Mais si vous avez faim à d'autres moments que quand il y a du vent, ça marche moins bien. De même qu'un kilowattheure qui permet au train de partir à 8 heures, quoi qu'il arrive, n'a pas la même valeur qu'un kilowattheure qui permet au train de partir quand il y a du vent. Et donc, quand on compare les coûts de production des modes pilotables et des modes non pilotables, j'insiste, on compare des choux et des carottes. Il n'y a que deux manières de comparer les choses. Ou bien vous considérez que le mode non pilotable n'évite pas le mode pilotable. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand vous avez des modes pilotables installés, vous rajoutez du non pilotable, ça vous permet pas d'enlever du pilotable. Par contre, ça vous permet de vous en servir moins. Quand vous ne vous en servez pas, ce que vous économisez, c'est le coût du combustible au moment où vous vous en servez pas. D'accord ? Le coût du combustible, quand vous vous en servez pas, dans une centrale à lignite allemande, c'est 10 € du mégawattheure. Dans une centrale à charbon dans le monde, c'est quelques dizaines d'euros, 20 €, allez, on va dire, du mégawattheure. Et dans une centrale à gaz, c'est 50 € du mégawattheure. Dans une centrale nucléaire, c'est de l'ordre de l'euro par mégawattheure. Donc, le coût du combustible évité peut se comparer au coût complet du mode non pilotable. Ça, c'est une première comparaison qui est légitime. La deuxième comparaison, c'est dire je vais carrément supprimer le mode pilotable. À ce moment, vous devez rajouter le coût du stockage au mode non pilotable. Vous devez refaire un système pilotable. Et le coût du stockage, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous conduit à multiplier par n'importe quoi entre 2 et 5. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais ça vous conduit à multiplier par n'importe quoi entre 2 et 5 le coût de production du mode non pilotable. Et donc, quand vous faites réintervenir le coût du stockage, vous faites intervenir le coût du stockage, ça va évidemment rendre l'équation totalement différente. Donc si je prends un mégawattheure éolien, en sortie d'éolienne, il vaut 50 €, très bien, mais une fois que je l'ai stocké, restitué, ça va plutôt se rapprocher de 100 à 150. Et ça, encore une fois, c'est dans un monde dans lequel j'ai des énergies fossiles pour me faire l'éolienne et le dispositif de stockage. Oui ? C'est très difficile de calculer un coût de changement d'habitude. L'ADEME, quand elle a sorti son rapport 100% ENR, là, a supposé qu'il y avait les 2/3 de la puissance appelée dans le pays qui étaient déplaçables sans investissement nécessaire. Sans investissement nécessaire, oui. C'est un postulat hardi, pour ne pas dire plus. Parce que les habitudes, sauf à ce que vous arriviez chez tout le monde avec le fusil, c'est pas si simple que ça à changer. Parce qu'il y en a plein qui correspondent à des contraintes que vous ne changez pas si facilement. Je vais vous donner un exemple.
si vous habitez tout seul et que vous faites, ce qui est une très bonne chose, que vous lavez vos chemises vous-même, eh bien, ou bien vous lavez vos chemises quand vous êtes chez vous et pas en cours, ou bien vous lavez vos chemises quand il y a du vent. Pour ça, il faut que vous ayez une machine programmable. Il faut, soit dit en passant, que vous rentriez chez vous pas longtemps après la fin de la lessive, parce que si vous rentrez chez vous 2 jours après la fin de la lessive, vous pouvez recommencer parce que tout a moisi. Donc vous avez besoin d'investir dans quelque chose qui est soit une machine programmable alors que vous ne l'avez pas, soit une machine programmable, plus le voisin qui passe chercher votre linge, ou une femme de ménage que vous payez. Mais dans tous les cas de figure, ce n'est pas quelque chose de totalement anodin. Hein. Donc l'idée qu'il n'y a pas d'argent à mettre dans l'adaptation à une offre fluctuante, moi c'est une hypothèse qui me semble parfaitement farfelue. C'est pour ça que je dis, ces coûts implicites d'adaptation à une offre qui n'est plus garantie, ils sont réels. Donc soit il y a des coûts d'adaptation, soit il y a des coûts de stockage. Et donc vous n'avez pas, quand on dit l'éolien c'est moins cher que le nucléaire parce que l'éolien c'est 60 €, le nucléaire c'est 100 €, on compare des choux et des carottes. Ce qu'il faut comparer, c'est soit le coût du combustible évité dans le nucléaire quand on s'en sert pas, ça oui, soit le coût de l'éolien stocké, restitué, plus renforcement réseau, je vais vous faire une petite règle de 3 dans 3 secondes, comparé au nucléaire, ou au charbon ou au gaz, soit dit en passant, c'est le même principe. Alors voilà une petite règle de 3 que je peux tenter pour vous donner un ordre de grandeur. À gauche, j'ai un système 100% nucléaire. Alors mon système 100% nucléaire, soit dit en passant, il est possible parce que comme je le disais tout à l'heure, avec le nucléaire, je peux faire du suivi de charge. Donc je peux très bien avoir un système dans lequel je n'ai que du nucléaire, si c'est des réacteurs mode français. À droite, j'ai un système dans lequel je n'ai que de l'éolien avec évidemment du stockage. Alors mon facteur de charge, si j'ai que du nucléaire, il va se balader aux alentours de 70% sur l'année, parce que je ne peux pas avoir 100% puisque j'ai des fluctuations. Hein, je ne peux pas avoir 100%. L'éolien continental, il est aux alentours de 20, c'est avec ça que j'ai fait mes calculs. Si on met de l'offshore, c'est plutôt 25 ou 30, mais mettons que ce soit comme ça. Ça veut dire que pour une même quantité d'électricité utilisée à la fin de l'année, j'ai besoin de 3 à 4 fois plus de puissance installée en éolien qu'en nucléaire, puisque mon facteur de charge est 3 à 4 fois plus bas. Après, mon éolienne va durer 20 à 30 ans, mon réacteur, il peut durer 60, donc je dois rejouer une fois, mettons 2, quand je suis en éolien versus quand je suis en nucléaire. Après, si je suis en nucléaire, je n'ai pas besoin de coûts additionnels dans le réseau, il existe déjà, alors que si je me mets des éoliennes partout, j'ai des raccordements à faire dans tous les sens, et puis si j'ai 3 à 4 fois plus de puissance installée instantanée, ça veut dire que va y avoir des moments où au lieu de cracher 100 gigawatts, mon appareil de production va m'en cracher 250. Il n'arrivera jamais au total des 300 à 400, hein, mais il va quand même en cracher 250. Aujourd'hui, le réseau n'est pas dimensionné pour ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je renforce sur le réseau. Hein. Après, il va falloir que je stocke une partie de l'électricité produite. Alors si je suis en pur éolien, j'ai plus l'hiver, j'ai moins l'été. Si je suis en pur solaire, c'est l'exact inverse. Si j'ai un mélange des deux, je lisse un peu sur l'année, mais j'ai quand même besoin de stockage intersaisonnier. Et donc ça m'augmente mon coût. Là, j'ai fait l'hypothèse que j'allais construire des steppes dans les Alpes, justement, c'était des stations de pompage avec l'eau du Léman. Par contre, le nucléaire reste plus cher au kilowatt installé. Quand on fait vraiment n'importe quoi, c'est 7 000 €, comme à Flamanville. Si on fait venir les Chinois, ça sera 3 000, puisque c'est à peu près ce qu'ils ont payé à Taishan. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis 3 à 5 000 en série. Par contre, l'éolien, c'est beaucoup moins cher, c'est 1 500, voire éventuellement 1 000. Donc là, j'ai un facteur 2, 3, voire 4 en défaveur du nucléaire. Mais si je fais la somme des fois et des divisés ici, je me retrouve à l'arrivée avec, au premier ordre, un besoin en capitaux qui est d'un ordre de grandeur au-dessus si j'ai un système totalement basé sur du non pilotable. Hein. Donc voilà une règle de 3, c'est un peu rustique, mais ça vous permet de sentir l'ordre de grandeur et ça vous permet de constater que contrairement à une idée couramment répandue, en termes d'investissements qui sont nécessaires pour que le système fonctionne, en mode pilotable, j'insiste, si c'est en mode non pilotable, il faudra rajouter les investissements, vous évitez le stockage, mais vous rajoutez les investissements chez les particuliers pour qu'ils s'adaptent au fait que de temps en temps, il n'y a pas d'électricité. Donc vous rajouterez les batteries chez les particuliers, vous rajouterez tous les appareils programmables chez les particuliers, etc. Donc ça vous rajoutera du CAPEX chez les particuliers, du capital. Voilà, donc c'est juste pour dire, en fait, contrairement à une idée couramment répandue, ce système-là est beaucoup plus cher que ce système-là. Et la raison pour laquelle on a fait dans un premier temps des modes centralisés de grosse puissance avec un réseau, c'est justement parce que c'est moins cher.
C'est justement pour ça que tous les pays au monde ont fait exactement comme ça. Des gros modes centralisés avec un réseau. On peut mettre l'éolienne au-dessus de la surface, on peut également la mettre sous la surface. Alors quand on met l'éolienne sous la surface de l'océan, ça s'appelle une hydrolienne. L'hydrolienne, c'est fait pour capter les courants marins, les courants de marée, pardon, qui sont particulièrement forts en Manche et puis sur le pourtour de la Grande-Bretagne. Et puis ils sont particulièrement forts près de la Hague, comme vous pouvez le voir, pour répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure. L'intérêt des courants de marée par rapport au vent et au soleil, c'est qu'ils sont totalement prévisibles, non seulement calendairement, mais en amplitude. Les coefs, pour ceux d'entre vous qui sont bretons, il y a des bretons ici? Bon, donc vous savez, puisque vous avez regardé les tables de marée, qu'on connaît les coefficients de marée et les moments où il faut aller chasser les palourdes 32 ans à l'avance, il n'y a aucun problème. Donc on a l'amplitude de la marée est connue très longtemps à l'avance et le moment dans la journée où elle arrive aussi. Ce qui veut dire qu'en mettant des hydroliennes aux bons endroits, c'est-à-dire espacées d'un quart de longueur d'onde, vous pouvez avoir un approvisionnement garanti assez significatif. C'est ça l'idée. Alors par contre, ça pose un certain nombre d'inconvénients, les hydroliennes. Vous travaillez en milieu salé, il y a un conflit d'usage avec les pêcheurs, parce que les pêcheurs ont envie d'aller racler les fonds pile là où vous mettez des hydroliennes. Ça demande beaucoup de matériaux par mégawatt de puissance installée, beaucoup. Enfin voilà, donc c'est intéressant, mais c'est pareil, c'est une petite limite. Bon, vous pouvez utiliser l'énergie des vagues. Regardez la puissance de cette affaire là, 750 kW, bon, 100 gigawatts de puissance électrique installée en France. Donc on peut en faire quelques-uns si on veut faire des reportages télévisuels amusants, mais bon, ça va pas faire beaucoup plus que ça. On peut utiliser des machines thermodynamiques qui exploitent la différence de température. Alors ça, c'est une machine de Carnot particulièrement inefficace. Hein. Oui, il faut que j'accélère parce qu'il reste 10 minutes. Donc, c'est un truc que vous n'avez pas compris ou... Bon. À la fin du cours alors. On peut faire des machines thermodynamiques, des machines de Carnot particulièrement inefficaces avec une différence entre la température de surface qui est aux alentours de 30 degrés, enfin 25-30 degrés, et l'eau profonde qui est à 4 degrés partout dans le monde. Et à ce moment, vous exploitez la différence en faisant avec une grande circulation d'eau. Voilà, c'est un truc qui peut s'envisager. Si on regarde à l'arrivée ce que coûtent ces trucs différents, voilà à quoi ressemblent les énergies aujourd'hui que nous avons dans, entre guillemets, le concentré. Et dans le déconcentré, voilà ce que nous avons en termes de prix. Et j'insiste encore une fois sur le fait que ça, c'est aujourd'hui produit avec ça. On n'a pas un système autonome, ça. Hein, j'insiste, quand on n'aura que des panneaux solaires et des éoliennes pour faire de la mine et de la métallurgie et des transports, on reparlera du coup des éoliennes et des panneaux solaires. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire plus, parce que je suis en train de dire. Ça veut juste dire que pour le moment, la baisse de coûts très forte qu'on a eue est un effet de la mondialisation. Hein, c'est un effet de la mondialisation. Enfin, on peut finir en disant qu'on peut également utiliser l'énergie des marées. Donc ça, c'est le barrage hydroélectrique de la Rance. Les Bretons connaissent, évidemment, enfin, sauf ceux qui habitent dans le Morbihan, mais qui ne sont pas des vrais Bretons. Non, attendez, si vous croisez un bigoudin, quand même, vous le faites rire. Une fois qu'on a fait le panorama, donc vous avez ici la part des énergies renouvelables dans l'approvisionnement énergétique d'un certain nombre de pays. Alors vous voyez que ce n'est pas la Norvège qui gagne, c'est l'Islande, parce que dans la partie vert clair en bas, en fait j'ai mis nouvelles renouvelables, en fait ce n'est pas des nouvelles renouvelables, là-dedans vous avez la géothermie qui est une ancienne renouvelable, donc l'Islande est aussi un très gros consommateur d'électricité par personne. Les Islandais utilisent à la fois beaucoup d'hydroélectricité, mais aussi beaucoup de géothermie. Donc la Norvège n'arrive qu'en deuxième position. Alors vous voyez que dans cette affaire-là, si on regarde la France n'est pas extrêmement bien placée. La France est placée... que j'y arrive. Où est-ce qu'on est? La France, on est encore plus à droite. Hein. Droite. Où est-ce qu'on est? Ah oui, effectivement, on est là.
Bon, vous voyez, on est bas, on est à 10% en gros. Donc si on dit, et en fait la raison à cela, c'est que dans les pays qui sont assez plats et assez densément peuplés, il y a bien pire que nous en Europe, les Hollandais, les Belges, si on est assez plat et assez densément peuplé, on peut oublier en fait les énergies renouvelables, parce que, enfin en substitution rapide, parce que les deux grandes énergies renouvelables dans le monde, je le répète, c'est l'hydroélectricité et la biomasse. C'est là que vous avez du stock. La biomasse a une fonction de stock, le barrage a une fonction de stock que ni le vent ni le soleil n'ont. Et vous avez besoin d'espace et de montagne si vous voulez avoir beaucoup de forêts et beaucoup de barrages. Donc si vous êtes dans un pays qui est richement doté en forêt et richement doté en barrages, ce qui en Europe est le cas par exemple de la Scandinavie, ce qui en Amérique du Sud est par exemple le cas du Brésil, ou par exemple le cas de la Colombie, etc., ou par exemple le cas du Canada en Amérique du Nord, eh bien à ce moment, et que vous avez une population pas trop importante dans le pays, vous pouvez rêver d'un approvisionnement qui serait 100% renouvelable. Si vous êtes dans un pays plat et densément peuplé, typiquement la Belgique, ça devient très compliqué. Et en fait, l'équation commence à être un peu plus jouable à partir du moment où vous faites rentrer la totalité du décarboné et notamment le nucléaire. Pour autant, pour finir avec est-ce qu'on va devenir un jour 100% renouvelable ? 100% renouvelable dans un contexte de PIB croissant, car je vous signale que même le scénario négawatt considère que le PIB va croître. Il y a un économiste qui a fait un scénario, enfin qui a proposé le volet économique du scénario négawatt en disant que le PIB allait croître, exactement comme dans la stratégie nationale bas carbone. À ce moment, ça veut dire que vous devez satisfaire une équation de ce type. Vous devez avoir de plus en plus d'énergie parce que le PIB répond essentiellement à la quantité de machines en fonctionnement, donc à l'énergie. Et vous devez avoir de moins en moins de fossiles. Et donc, le rythme de croissance qu'on doit avoir pour le décarboner, c'est 7% par an, si on veut tenir les accords de Paris. Et là-dedans, j'ai inclus le nucléaire. Si on ne met pas le nucléaire, le rythme de croissance sur les autres ENR, c'est plutôt 10% par an. Alors voilà, on va jouer comme le banquier avec les intérêts composés. Si je fais 7% par an sur 30 ans, ça fait x7. C'est simple, 7. Alors question, est-ce que je peux multiplier par 7 l'approvisionnement en biomasse? Si on est toujours aussi nombreux, qu'on cultive toujours autant, même si on mange moins de viande, mais que l'agriculture devient moins productive parce qu'on met moins d'engrais et moins de phytosanitaires, enfin voilà, on retombe sur ce qui s'est passé à l'origine quand on était 100% ENR, avec un problème de concurrence d'usage des sols, qui est qu'on ne peut pas utiliser les sols pour faire tout à la fois. Donc utiliser les sols pour faire à la fois de l'agriculture très extensive et plein de forêts, et tout ça avec une planète à 8 milliards d'individus, c'est compliqué. C'est compliqué. Pareil pour l'hydroélectricité, est-ce que je peux multiplier les lacs de barrage par 7? Alors c'est tout ça en même temps, j'insiste, puisque c'est 7% pour l'ensemble de l'approvisionnement renouvelable. On est d'accord, hein? C'est tout ça en même temps. Ça ne peut pas être la biomasse ou les barrages. C'est tout en même temps. Donc est-ce que je peux dans le même temps et en 30 ans multiplier par 7 les lacs de barrage? Bon, voilà. Je vous parlais des agrocarburants. Donc dans un monde dans lequel on doublerait la mobilité et où ça serait fait avec des agrocarburants, vous voyez aujourd'hui on consomme 4 milliards de tonnes de pétrole par an, un peu plus, 4,2. Il faudrait donc passer à 8000 MTEP, 8 milliards de tonnes de carburant, sachant qu'aujourd'hui les agrocarburants m'en font 70 millions. Pardon. Est-ce qu'on va y arriver? C'est pas complètement sûr. Bon, etc. Donc la réponse, c'est qu'il n'est pas complètement certain, quand on joue avec les règles de 3, qu'on retombe sur les résultats des modèles sophistiqués qui disent que 100% ENR, on va y arriver. Alors là, je vous rappelle une règle essentielle que je vous invite à garder en tête toute votre vie professionnelle durant. Quand une règle de 3 qui vous semble pas complètement déconnante invalide les résultats d'un modèle très sophistiqué auquel vous ne comprenez rien, c'est que le modèle a tort. Et donc la seule bonne question, c'est de savoir où. Mais j'insiste, c'est pas parce que le modèle est sophistiqué et que vous y comprenez rien que le modèle est plus intelligent que vous. S'il n'est pas capable de retrouver les ordres de grandeur auxquels vous parvenez avec une règle de 3 bien posée, c'est que le modèle
est faux. Il y a plein de modèles justes dans la vie. Le modèle qui fait voler l'avion, il est juste. L'avion ne s'écrase pas à chaque atterrissage. Donc il y a plein de modèles justes. Mais si, encore une fois, ce à quoi vous arrivez avec une règle de 3 ne recoupe pas un modèle sophistiqué, c'est que le modèle a tort. Alors est-ce qu'on peut faire 7%, 10%, 15%, 20%? Parce qu'il est évident que si on est limité sur ces trucs-là, ça veut dire que là, je dois faire, et en particulier sur le solaire et l'éolien, je dois faire des pourcentages de croissance de 20, 30, 40% par an. On est d'accord? Question, est-ce que dans le passé, on a su faire quelques dizaines de pourcents de croissance par an longtemps? Eh bien, je vous remontre un ensemble de courbes, parce que je vous avais montré ça juste pour le pétrole, rappelez-vous, je vous avais montré le rythme de croissance de la production de pétrole dans le monde sur le dernier siècle et demi, et je vous avais montré que partant de 15% par an, c'était descendu maintenant quasiment à zéro. Vous pouvez faire ça avec toutes les énergies sur lesquelles vous avez des séries longues, et ce que vous voyez, c'est que des énergies qui restent en taux de croissance au-dessus de 10% pendant très longtemps, ça n'arrive jamais. Et même le nucléaire qui était parti de très très haut, parce que quand vous partez de epsilon, c'est facile d'avoir des très forts taux de croissance tous les ans, eh bien très très vite, vous retombez à des taux de croissance qui sont inférieurs à 5 ou 10%. Donc l'idée que, et donc si je prends le problème à l'envers, si j'applique 8% de taux de croissance à ça et à ça, pardon, où est-ce qu'il est mon... ce que je voulais vous dire, c'était ça, oui. En 10% de taux de croissance en 30 ans, vous tombez absolument pas sur ce qui permet d'éviter les 2/3 ou les 3/4 des combustibles fossiles en 30 ans. Voilà, donc la conclusion de ce cours sur les énergies renouvelables, c'est par là où j'ai commencé, c'est-à-dire ça regroupe des réalités très diverses, c'est très dépendant de la géographie d'un pays, donc tous les pays partent pas à armes égales dans la course. Si vous avez beaucoup de soleil, pour exploiter le soleil, vous êtes quand même mieux parti que la Suède ou l'Antarctique. Si vous avez beaucoup de forêts, c'est quand même beaucoup plus facile de chauffer tout le monde au bois ou de chauffer quasiment tout le monde au bois comme en Suède que si vous êtes en Belgique. Si vous avez beaucoup de montagnes, c'est beaucoup plus facile comme les Norvégiens d'avoir plein de barrages et en plus beaucoup de montagnes par habitant. Et de consommer 3 fois l'électricité qu'on a en France que si vous êtes à nouveau en Belgique. Etc., etc. Donc les énergies renouvelables, c'est très très dépendant des conditions géographiques locales et considérer que partout dans le monde, ces énergies vont permettre de nous débarrasser des énergies fossiles alors même que historiquement c'est l'inverse qui s'est passé, et tout ça pour pas cher, est un résultat sur lequel, à titre personnel, je ne parierai pas mes propres deniers. Donc il est vraisemblable que l'avenir qui va s'écrire, et dont on parlera la prochaine fois de la méthode de gestion qui va avec, donc de la comptabilité carbone, l'avenir qui va s'écrire sera, dans tous les cas de figure, fait d'un mélange d'économie d'énergie, et donc pour partie de contraction économique, de nucléaire et d'énergie renouvelable, dans des proportions qui dépendront pour le coup des contextes géographiques, politiques et sociaux et culturels locaux. Voilà. Voilà, eh bien, à la prochaine fois.